Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et rédacteur spécialisé dans l'automobile, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est bien. Petit changement. Pour la dernière de la saison, tu me fais une intro différente. Voilà, exactement. Je me suis dit, allez, c'est bon, on va élargir le spectre. Et cette semaine, pour cet épisode de gala, à déguster juste avant Noël ou simplement pendant les fêtes, parce que c'est toujours important, évidemment, de se remémorer de ce qui s'est passé. Eh bien, pour le 89e numéro de notre podcast, le dernier, donc, comme tu l'as dit, de cette saison, on va revenir sur la QV 2025 de l'endurance de manière un petit peu particulière. L'année dernière, vous aviez déjà été au rendez-vous. Cette année, on remet le couvert, on remet notre habit et notre smoking. Et pour cet épisode donc de l'Endurance Club un petit peu spécial, on va décerner les étoiles de l'endurance, les récompenses que nous avons imaginées à destination des équipes, des pilotes, des championnats, des circuits, bref, plein de choses qui nous ont marqué dans cette saison. On va essayer d'être complet. On est sur la base d'un rendez-vous annuel, hein, mon cher Geoffroy. On est là, sûr. on est présent au rendez-vous. Ça fait d'ailleurs plaisir, on est que en audio. On sait que vous nous attendez aussi en vidéo, mais pour l'instant on est sur ce format audio. Donc je décris quand même pour les gens, t'as sorti ta veste de costume qui est très jolie d'ailleurs. C'est un ensemble, tu peux peut-être en donner plus de détails, mais c'est un ensemble où je reconnais un peu le haut, une veste Toyota ou Lexus, et t'as un short aussi de l'équipe Benetton Formule 1, c'est assez joli. Oui, c'est pas mal, écoute, c'était United Colors, hein, et donc j'ai mis une cravate multicolore évidemment pour être, pour être dans le thème. Toi c'est pas mal non plus, hein, hommage aux Mercedes, hein, ou aux BMW qui s'envolent voilà, dans les airs, c'est assez intéressant. Bon, ceci est une blague, hein, parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça sérieusement, c'est une blague, hein, on est habillés en dégueulasse comme d'habitude. Hein. Ceci est une blague. Bon d'accord. En tout cas, nos votes ou en tout cas nos avis seront subjectifs. Vous allez pouvoir réagir, hein, bien sûr, en commentaire de la vidéo YouTube, sur les réseaux, parce qu'on est aussi présent sur Instagram, sur Twitter. Il y a une communication qui va se mettre en place. Là, ça y est, on a débloqué les fonds. C'est parti. Road to Spiker, on le rappelle, hein, évidemment, aux 1000 abonnés YouTube, on offre une miniature 1,43e. Et donc, c'est vrai que pour cette deuxième édition des Étoiles de l'Endurance, on est motivé comme jamais. On a imaginé 10 catégories, et cette année non pas une, mais 2 catégories bonus. Incroyable, chaque année, et à la 10e édition, je sais pas combien de catégories bonus on aura. Hein. Il y aura plus de bonus que de catégories fixes. Bah oui, non mais c'est ça, on reprend un peu la structure de l'année dernière. On fera d'ailleurs, si on y pense, mais on pourra faire des parallèles avec les nominés, enfin les vainqueurs, pardon, les lauréats de l'année précédente, comme ça on peut voir bien l'évolution de certains pilotes et de certaines équipes. Oui. Mais voilà, bah écoute, on peut se lancer, ça sert à rien de... On va se lancer, mais imaginons qu'on ait des auditeurs de l'Endurance Club tout récents, tout nouveaux, là, qui sont venus avec l'Asian Le Mans Series, qui sont venus avec les épisodes historiques. Eh ben, ils n'étaient pas là l'année dernière pour les Étoiles de l'Endurance. La semaine dernière, ils étaient là. Mais l'année dernière, peut-être pas. Donc, il n'y aura pas de top digression. A priori, peut-être, on ne sait pas. Il n'y aura pas de top question. Mais par contre, on va vous offrir la possibilité de nous challenger sur les choix qu'on aura fait pour une catégorie bonus, justement. Je vous la dévoile pas tout de suite, mais ça sera l'occasion d'interagir justement, donc n'hésitez pas. J'ai parlé de 10 catégories, donc pour les fidèles auditeurs et les membres du club, vous le savez, on commence par le pilote français de l'année, et il y a eu de belles prestations. On commence avec le français, mais on va ensuite sur l'équipage de l'année, ça c'est le deuxième petit bonus. Tu balances tout direct. Ok. Ah oui, comme l'année dernière, comme ça au moins on sait où on va, c'est un peu le sommaire. Ok, vas-y. Voilà. Vas-y. Le dépassement de l'année, alors ça c'est celui qui nous a bluffé, alors un ou plusieurs, on est un petit peu partagé avec Geoffroy. Le crash de l'année, on va pas décerner une étoile pour le crash de l'année, mais en tout cas l'image spectaculaire qui nous a marqué et qui nous a peut-être fait même peur d'ailleurs avec Geoffroy. La course de l'année, ça c'est toujours important évidemment, que ce soit en WEC, en ELMS, en Asian Le Mans Series, bref, la course de l'année qui nous a vraiment marqué plus précisément. Le gentleman de l'année, la bonne surprise de la catégorie Hypercar, la meilleure équipe LMP2, la meilleure équipe LMP3 et la meilleure équipe GT3 et nos catégories bonus. Alors il y en a une que vous connaissez, mais je ne vais pas les dévoiler tout de suite, évidemment, ces 2 catégories bonus. T'as vu un petit peu ? C'est pour le watch time, t'as raison. Évidemment. On vous a ferré, on va vous tenir un peu. J'espère que ça va vous plaire. Bon, on commence
sans plus tarder. Oh là là, je suis tout ému. C'est quand même un événement, hein, ces étoiles de l'endurance. On est content de pouvoir partager aussi ce moment un petit peu plus léger, j'allais dire, même si bon, on n'est pas lourd généralement hein, sur l'Endurance Club. Non, pas du tout. Alors pose ce toast de foie gras, pose cette coupe de champagne et commence donc. Attends, j'arrive, je m'installe. La première catégorie, le français de l'année. Les nominés sont, parce que là évidemment il y a aussi tout un protocole. Bien sûr, je sais que la musique va avec et tout, on est vraiment là, on n'est pas encore en public, mais on n'en est pas loin. Les nominés pour le meilleur français ou la meilleure française de l'année, eh ben on va citer Lilou Wadou pour ses 2 victoires en ELMS, pour son titre de vice-championne en LMGT3, pour cette victoire à Petit Le Mans en IMSA. Elle a été championne de l'Endurance Cup également en GTD, elle a fait un rookie test chez Ferrari. Bref, une saison tout bonnement exceptionnelle pour Lilou. Il lui a manqué ce titre en ELMS, mais on a voulu la nominer. On a également Esteban Masson pour son titre en ELMS avec l'équipe Panis VDS. On a aussi voulu noter ses prestations au WEC avec l'équipe Lexus. Et puis, il est soutenu évidemment par Toyota. Et ça peut être à l'avenir un pilote qui soit dans le giron Toyota Hypercar. Donc, Lilou Wadou, Esteban Masson, Charles Milesi pour son titre en ELMS, pour ses résultats en WEC, notamment avec Alpine, et une saison globalement bien menée. Mathieu Jaminet pour son titre en IMSA quand même, avec la Porsche 963, puisque ce n'est pas anodin, hein. Il l'a couru après pendant des années et des années, et c'est son 2e titre en IMSA, après celui qu'il a obtenu en GT. Et le français de l'année, alors ça, on voulait lui rendre hommage plus qu'autre chose, je ne vais pas vous cacher un secret, ce ne sera pas le lauréat malheureusement, mais pour l'ensemble de son œuvre, pour ses nombreux tours en tête des courses, en WEC notamment, dans le safety car, Yannick Dalmas, on voulait évidemment le citer. Yannick, un super pilote et un super advisor pour les différentes séries ACO. Bon, le roulement de tambour est là. Oui, je rajouterai. Ah, bon, ça va, c'est bon. Je te passe l'enveloppe? Non, c'est toi qui me passes l'enveloppe. Rends-moi cette enveloppe. Alors vas-y, en fait tu fais les nominés et tu fais tout en fait. Et moi comme ça je commente les résultats. Ok, allez vas-y. Non, attends, l'année dernière, ah bah voilà, ça y est, tu vois, d'année en année, on oublie des choses. Tu sais, il y avait un petit texte que tu avais fait l'année dernière. Ben voilà, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, mais tu peux faire un petit texte sur les petits nominés, là, comme ça, voilà, qu'est-ce que tu en dis de ces différents nominés? Parce qu'après, je vais annoncer le lauréat, évidemment. Ah, qu'est-ce que j'en dis? Ouais. Oula. Eh ben écoute, j'en dis que c'est bien, ça montre que les Français sont présents dans tous les championnats. Et qui brille dans tous les championnats. Parce qu'on a des vainqueurs dans toutes les séries, que ce soit IMSA, ELMS, Asian Le Mans, WEC, etc. Non, bah écoute, on va en discuter après, on va élire le eh bien, ça marche. Ouais. Bon, voilà, j'ai l'enveloppe. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, musique de cinéma, musique de gala. Le lauréat français de l'année qui nous a marqué justement sur toutes les épreuves et sur toutes les pistes du monde, c'est Charles Milesi. Là, il y a les applaudissements. Bravo. Ben oui, pour son titre évidemment en LMP2, pour sa victoire aussi avec Alpine, pour sa prestation, tiens, j'anticipe un petit peu, mais c'est vrai qu'en Asian Le Mans Series, on peut se dire qu'on est encore en 2025, donc ça vaut. Oui. Ah bah oui. Il vient d'enchaîner quand même 2 victoires. En fait, alors voilà, tu vois, là je suis plus à l'aise du coup pour commenter. Ah, bien. En fait, Lilou Wadou, quand on en a discuté, je la voyais bien avoir cette récompense-là parce que on l'avait un peu oublié avec son exode japonais. Oui, c'est vrai. Elle revient où elle enchaîne, comme tu l'as dit, 2 victoires en ELMS et du coup elle est vice-championne. Petit Le Mans, elle a fait partie de ces femmes qui, on l'a dit, s'imposent. Enfin voilà, elle agrandit cette liste qui est quand même relativement étroite encore hein, de pilotes féminines à gagner en IMSA, et en plus elle est française, donc cocorico comme tu le dis souvent. Elle a eu le droit à son rookie test en 499p. En fait, pour moi, il y a toutes les cases qui sont cochées pour qu'elle ait cette récompense à nos yeux de pilote française de l'année. Et bon, Charles Milesi, il a quand même un titre, et puis surtout, il a débloqué, enfin, il était dans l'Alpine qui a décroché la première victoire de la marque de la nouvelle ère. Hein. On va pas revenir sur l'ancienne hypercar Alpine, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, de cette vraie hypercar Alpine, il fait partie de l'équipage, donc pour moi, effectivement, là,
Bah voilà, ouais, c'est le bonus, quoi. Enfin, ça me paraît logique que ça soit lui. Ouais, et puis il a emmené cette Alpine justement avec les pneumatiques qui n'étaient pas forcément tous très neufs sur sa voiture. Donc voilà, c'est vrai que ça a été assez unanimement qu'on a opté pour Charles Millesi. Mais enfin bon, quand même mention spéciale à Mathieu Jaminet hein, qui a quand même réussi à Ouais. s'imposer en IMSA. Et puis une mention spéciale aussi. Quand même, hein, on n'a pas pu citer tout le monde et les nommer tous, mais Tom Dillman, hein, qui l'année dernière était le pilote français de l'année pour nous, il a quand même une victoire aux 24 heures du Mans en LMP2 cette année, hein, donc bravo à lui. Et puis Jean Lower pour sa promotion chez Porsche et sa saison 2025 qui était vraiment tout à fait correcte, même plus. Donc Oui. voilà, on voulait pas les oublier sur le chemin. Bon, Charles Millesi en tout cas, lauréat français de l'année. On passe à l'équipage de l'année. L'équipage dans n'importe quelle catégorie, hein, que ça peut être en IMSA, ça peut être en WEC, ça peut être en ELMS, bref, on est large là-dessus. Bon, les nominés. Oh là là, il y en a beaucoup. Oh là là, Ouais, je vois la liste que j'ai fait. Ouais. Oh Oui, là parce là. que c'est, voilà, faut donner les coulisses. Vous m'entendez moins dans cet épisode. Parce qu'en fait, Anthony prend un malin plaisir à... Ah bah oui. Après, mais parce que t'es maître de cérémonie, t'es le MC en fait, hein, c'est ça. Ah bah oui. Et Ah bah, j'ai du l'habitude coup, de le faire. bah, je sais, donc il a pris un malin plaisir à... Non pas que d'habitude il prépare pas et que moi je prépare plus, hein, je suis pas en train de dire ça. C'est juste que là, s'il y a un ratio de préparation, disons qu'il est à 95% Anthony. Ah oui. Et moi, Oui, d'accord. j'arrive là, j'ai un petit paquet de cacahuètes et je commande. Donc je suis comme vous, hein. Voilà. Je connais En quand fait, même les c'est ça. résultats, mais je suis comme vous. Non, mais on voulait l'expérience spectateur. Donc on a mis Ah bah, en c'est place. On teste pour l'année prochaine. Bon, les nominés, j'en ai mis beaucoup, je m'en excuse, mais je Ils sont bien, tenais quand ils sont même bien. à saluer beaucoup d'équipages, notamment celui de la Porsche numéro 7 en IMSA, pour des victoires coup sur coup à Daytona et à Sebring, Lorenz Vanthoor, Nick Tandy et Felipe Nasser, donc ça c'est pour l'équipage Porsche en IMSA. On a également pensé à Cadillac avec Lynn, Nato et Stevens pour la prestation en WEC et on expliquera un petit peu ce qu'ils ont fait tout à l'heure. L'équipe également CLX avec la saison LMP3 en ELMS, pareil avec Cloménil, Jensen et Lancher. Là, on va expliquer ce qu'ils ont fait et on va pouvoir débattre là-dessus. L'équipage Ferrari, quand même, évidemment, Calado, Giovinazzi, Pierre Guidi, parce que leur titre en WEC a été très important et a marqué l'histoire justement de ce championnat du monde. Je voulais aussi citer l'équipage Campbell-Jaminet en IMSA, toujours avec la Porsche numéro 6, qui ont été titrés, donc c'est pas rien. Alors j'ai mis deux pilotes, ils étaient évidemment soutenus et ils étaient rejoints par d'autres pilotes pour les courses longues, mais là vraiment c'est le duo que je voulais nommer. Et puis j'ai quand même tenu à parler de l'équipage Panis Racing numéro 48, Millesi Masson Gray. C'était vraiment une superbe performance de la part des trois pilotes parce qu'ils avaient chacun leur rôle. Gray, pilote silver de l'année, qui effectivement a réussi à se révélé au grand jour, venu de la Formule 3. Esteban Masson, on en a parlé, et puis Charles Millesi aussi. Donc voilà, je voulais vraiment citer ça. Et allez, une mention spéciale quand même à l'équipage de la Porsche numéro 6 en WEC pour les performances globales, justement, même s'il n'y a pas eu de titre cette année, avec justement Estre, Vanthoor et Campbell. Bon, donc ça va. Déjà, les nominés, ça te va? Ils étaient Ah pas, il y en avait bah, pas les trop? nominés, on va en parler après, parce que oui, non, Bon, mais là, il y a que il y a du... trop. Il y a que... Non, il y a pas trop, il y a que de bons équipages, effectivement. Bon, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais ils ont été tellement nombreux à Mm. nous mettre des étoiles dans les yeux. Et comme on est dans cette cérémonie des étoiles de l'endurance dans l'Endurance Club, eh bien, on va pouvoir passer au lauréat. Je te prends l'enveloppe des mains. Voilà. Il y a encore un petit peu de cacahuètes, mais enfin bon, ça va. Je ne dirai rien. Le lauréat équipage de l'année, selon by Endurance Club, évidemment. Ouais. Eh bien, on a longtemps hésité. Non, c'est pas vrai, on n'a pas hésité. On a tout de suite dit que c'était l'équipage Cadillac numéro 12 avec Lynn, Nato et Stevens. 3 pôles, une victoire, 8 fois sur 8 dans les points en WEC. Ça a été une saison rondement menée. Qu'est-ce que t'en penses? Et alors, en fait, là, c'est encore un truc un peu mathématique qui fait que j'étais d'accord avec toi, parce que toi, t'as misé, enfin, tout de suite, tu m'as dit, bah, pour moi, c'est l'équipage Cadillac. Et je t'ai rejoint parce que, effectivement, les mathématiques parlent, les trois pôles, avec la verrouillage de la première ligne à chaque fois, je crois, notamment les 24 heures du Mans avec Alex Lynn, où il y a cette pôle qui est un peu... elle a pas un côté mystique, mais tu sais, en gros, il l'a dit Oui, avant, c'était son objectif de l'année. Ça peut paraître un peu débile pour un pilote d'endurance, mais bref, il y avait un truc qui l'a transcendé, il cherchait à tout prix ça, il l'a décroché.
Il est très à l'aise dans l'exercice. 3 pôles, 1 victoire donc en WEC. Et à chaque fois, ils sont dans les points. Ouais. Je t'avoue que... Ouais, voilà, c'est surtout ça qui parle. Je t'avoue que... Bon, alors... Je vais rapidement évacuer le LMP3, bah tu sais bien, j'ai moins les yeux dessus. Non donc, attends, P2... mais 5 victoires en 6 courses, oui. ils étaient dans le match pour la 6e victoire en 6 courses, ils ont fait 6 pôles, ils ont quasiment fait une saison parfaite. Il y a eu un petit problème je crois de direction pour Klomenil, Jensen et Lancher, mais ça a été une saison fantastique. Ce que je veux dire, c'est que tu me parles de Klomenil, Jensen et Lancher. Bon, en face, il y avait quand même Nasser, Tandy et Ventor. Tu vois ce que je veux dire. Attention, je suis pas en train de... Non mais oui. Ouais, vous comprenez. Moi, j'étais assez fan de l'équipage de la 7, justement, qui a roulé en IMSA, donc vainqueur à Daytona et aux 2 heures de Sebring. Sauf que une fois que tu as dit ça, bah oui, ils ont gagné les 2 classiques floridiennes, ils ont gagné les 36 heures de Floride, comme on dit, mais oui, d'accord. Et après, là, on parle d'un équipage et donc d'une presta aussi dans la durée, et il faut avouer que Norman Nato et Will Stevens c'est pas qu'ils ont complété la prestation d'Alex Lynn, enfin, ils sont largement au niveau aussi. Will Stevens, qu'on voit depuis des années, qui a son un peu de passif rapide en Formule 1, qu'on a vu longtemps en LMP2, qui là vraiment est solide, discret je trouve, moins flamboyant. Ouais, c'est vrai. Il est moins frime, moins flambeur qu'à une époque, mais il fait le taf. Norman Nato, à chaque fois que j'ai l'impression que je veux le vieillir, j'ai l'impression qu'il a 70 piges, parce que ça fait longtemps qu'il est là en fait. Ça fait très longtemps qu'il est dans le plateau, mais finalement jeune, et là il était pas là l'année dernière quand ils ont gagné avec la Porsche à Spa. Je sais. Là, voilà, il y a un retour. Enfin, je trouve que cet équipage, effectivement, équipage de l'année, je trouve ça hyper cohérent. Après, oui, on a aussi choisi ça, et je termine là-dessus, on a choisi ça parce que il y a des déçus. Enfin, des déçus. Bon, ils attendent pas ça, les pilotes, ils attendent pas les stades de l'endurance, mais il y a des noms où je les aurais peut-être vus, j'aurais pu les sacrer et leur donner cette récompense, mais il y a d'autres catégories, donc il y a des pilotes qui vont avoir d'autres récompenses. Bon, on espère en tout cas, mais c'est vrai que la logique aurait voulu qu'on choisisse les champions de WEC, Ferrari évidemment, Canado, Giovinazzi, Pierre Guidi, mais ils n'ont pas été irréprochables franchement. Cette année, ok, ils ont le titre, mais voilà, la voiture était tellement dominatrice. Ils n'ont pas fait un mauvais boulot évidemment, mais je retiens quelques performances des fois un peu en dehors du coup, je trouve, avec l'arme qu'ils avaient. Donc voilà, bravo à l'équipage Cadillac numéro 12. Bon, c'est beau. Passons maintenant à la 3e catégorie de ces étoiles de l'endurance avec le dépassement de l'année. Alors là, il y en a eu quelques-uns. On a pu justement un petit peu en parler. Il y a des compilations d'ailleurs sur la chaîne du WEC, etc. On mettra peut-être les liens en description. Et donc on voulait mettre en avant déjà un dépassement donc à Spa-Francorchamps de Loïc Duval sur sa Peugeot. Il était en freeride. Et oui, mesdames, messieurs, sur une Peugeot, il a doublé. Pardon. Dans la ligne droite du Kemer. Les autres étaient en marche arrière. Non, c'est pas vrai. Non, il a fait vraiment le travail. Ça a même été d'ailleurs la FIA Action de l'année. Donc on n'a pas été très loin pour la trouver cette action, mais elle nous a bluffé. Donc voilà, Loïc Duval, Aspa en freeride, c'était vraiment une superbe manœuvre. On a aussi voulu mettre en avant Kevin Estre pour son attaque au Mans, et c'est toi qui me le rappelais, il est passé de 21e à 1er en 1h30 au début de la course des 24 heures. Si la Porsche numéro 6 est arrivée sur la 2e place à un chouïa de la Ferrari numéro 83, c'est aussi en grande partie grâce à Kevin. Ah bah clairement, donc c'est pas un dépassement, mais c'est la série de dépassements, le chapelet de dépassements qu'il a fait au début de la course, clairement. Donc là, ça a été évidemment une superbe prestation. Au Brésil aussi, avec... alors, il fallait bien essayer d'être... créatif sur le choix des dépassements, parce qu'il y en a eu beaucoup des dépassements, mais quand on parle de dépassement de l'année, c'est vraiment un dépassement marquant. Moi j'avais pensé à Marco Sorensen au Brésil avec l'Aston Valkyrie. Il nous a fait un petit peu, c'était quoi ta référence? C'était Montoya sur Schumacher, c'était Schumacher même d'ailleurs sur Raikkonen, enfin voilà, en Formule 1. Et là c'est vrai qu'il fallait y aller contre le mur. Il y a une Ferrari aussi qui avait fait cette manœuvre là, mais c'est plutôt Marco Sorensen qu'on a retenu avec son Aston Valkyrie pour un petit peu de variété aussi pour ses nominés. Et puis hors catégorie, mais le dépassement était tellement bluffant. Je sais que c'est pas de l'endurance, mais c'est un pilote qui est tout près de l'endurance justement et qui va de plus en plus être impliqué. Mais si, qui participe quand même à des manches en GT World Challenge. C'est vrai. By AWS. AWS évidemment. Et carte S. Ouais.
C'est Ayakan Guven. Ayakan Guven. Ayan Chan, on dit Ayan Chan, Ah Gouven. merde, vas-y. Voilà, pour aller chercher le titre, il a dû dépasser Marco Wittmann. C'était de toute beauté, comme on dit, et c'était à Hockenheim. Donc voilà, on voulait le mettre en avant, ce dépassement d'Ayan Chan Guven. Sera-t-il le dépassement de l'année? Non, Eh bien, parce que vu roulement qu'il est de leur tambour. catégorie, c'est vraiment. Ah oui, il c'est est vrai. là pour faire le nombre, mais non, c'est pas Aïe. lui tout de suite. Non. Ah bon, d'accord, mince. Bon, bah roulement de tambour quand même. Je prends l'enveloppe d'une d'une superbe chorégraphie. Ouais. Si tu me voyais. Ah bah oui, tu me vois. Ah Ah, ouais, voilà, ouais. bah, voilà, c'est les gens qui ne me voient pas. Alors, le dépassement de l'année. Et le lauréat donc de ce dépassement, c'est Loïc Duval. Loïc Duval pour son 3 wide à Spa-Francorchamps. C'était incroyable. Il nous a fait la tranche de jambon. Il a été au rendez-vous. Il a pris 2 aspirations. Ça a failli se terminer comme Earl Bamber. Mais non, il est passé. Et il a réussi son dépassement. Donc c'était l'action FIA de l'année. C'est l'action de l'Endurance Club. C'est l'étoile du dépassement de l'année pour notre cérémonie également. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce dépassement? Est-ce que toi aussi t'as été bluffé comme moi par Loïc Duval? Ouais, en fait, cette catégorie, tu vois, je trouve que, je sais pas, l'année dernière, je me souviens pas comment on avait fait, mais je me souviens que c'était Julian Blower. Ouais, c'était Julian Blower à Spa, déjà. Mais peut-être que c'est l'âge qui fait ça, et que ma mémoire fonctionne moins bien, mais j'ai pas 50 000 idées de dépassement en tête dans l'année. Et ben moi non plus. Moi non plus, c'est ce que je disais. Il y en a eu beaucoup des dépassements, mais des dépassements où vraiment on se souvient qu'il a fallu aller le chercher. Ou tu sais, comme l'année dernière, c'était qui? C'était Buemi face à Kevin Estre à Kota. À Kota, ouais. Où ça passe proche du mur, etc. C'est des manœuvres généralement sales, hein, dont on se souvient entre guillemets sales. Oui, hein, mais oui. voilà, c'est ça, exactement. Il y a de la résistance. Et là, cette année, il n'y en a pas trop eu parce qu'il y a eu aussi cet effet balance de performance où en fait, tu as des voitures qui sont vraiment beaucoup plus puissantes que d'autres. À Fuji, par exemple, il y a eu énormément de dépassements dans la ligne droite, mais voilà, ça n'avait pas la même saveur. Là, pour le coup, Loïc Duval, certes, peut-être avait une Peugeot qui était un tout petit peu mieux en vitesse de pointe, mais il a fallu quand même bien sortir du raidillon et puis prendre les 2 aspirations, profiter du dépassement d'un retardataire. Enfin, c'était magistral. Et puis il y a un autre élément aussi qui rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les premières récompenses. Ça, c'est vraiment mon avis personnel, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai un peu de mal à m'enthousiasmer quand il y a une bataille pour la 14e place, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un très très beau dépassement, mais en fait c'est comme en Formule 1. Quand tu es sur le midfield et que tu t'enthousiasmes parce que d'un seul coup Esteban Ocon a dépassé Hülkenberg, wow, enfin, ok les gars, on en est rendu là quoi. Je préfère quand même avoir. Mais je sais que c'est un truc qu'on n'est pas d'accord là-dessus parce que moi je préfère avoir les yeux sur ce qui se passe devant et que ça soit beau devant. Après souvent, oui, quand Verstappen part ou quand Norris part et qu'on se fait chier, on est un peu tourné vers ce qui se passe dans le mid-pack. Mais en endurance, justement, il se passe tellement de choses. C'est ça aussi l'avantage. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. C'est que moi, je trouve qu'en endurance, une bataille pour la 13e place, c'est super important aussi parce que peut-être que dans 2 heures, cette 13e place va se transformer. Non, bon, d'accord. Si. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que dans ma hiérarchie à moi, un dépassement aussi beau soit-il, quand il est pour la 13e place, je le rangerais en dessous du même dépassement qui était pour la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est je comprends. Alors qu'il serait peut-être plus beau ou plus couillu, si je puis dire. Voilà. Et donc, comme à chaque fois je le fais, top digression, à chaque fois je dis un truc et en fait je trouve une exception. Tous les dépassements de Kevin Estre au début des 24 heures du Mans sont juste top. Alors que au départ, il se bat pour la 20e place. Parce que quand il part, il est 21e. Et quand il commence à lâcher les Aston, ça commence à devenir vraiment peut-être un peu plus musclé et spectaculaire quand il y a la bataille avec Makowiecki. Les Ferrari veulent pas trop lâcher non plus. Donc il y a ça. Moi j'avais une petite mention spéciale pour Julian Blower. Il aurait pu faire un back-to-back et gagner encore le dépassement de l'année. Parce que ce qui m'a fait rire, et j'ai adoré, et ça tu vois, je m'en souviendrai pour le coup, c'est un dépassement qui m'a marqué. Les Cadillacs sont en première ligne des 24 heures du Mans. Premier freinage à la chicane Daytona, c'est Blower qui est en tête, genre. Ouais, c'est vrai. Ciao les gars, maintenant il n'y a plus qu'à me suivre quoi. Et j'adore parce que. Et en plus, il est marqué par son premier relais quand il sort. C'est dans le film officiel que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques jours. On le voit, il est vraiment marqué par l'effort. Il se fait féliciter par Timo Bernhard, par Mark Webber, etc. Et fallait les sortir. Et il en sort un avant le passage sous la passerelle Goodyear. Et l'autre, il le sort avant le premier freinage.
je veux dire, il enchaîne le 1 et le 2 dans le premier tour des 24 heures du Mans. Dépassement de l'année aussi un peu, tu vois, pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était la passerelle Goodyear à l'époque ou Non, pas encore, pas encore. Pas encore, C'était la passerelle by AWS. Il faudra qu'on la sorte cette passerelle. Je sais pas si les gens ont capté ce private joke. Enfin bref, il y a un double private joke, mais c'est pas grave. Oh, il y a un double triple. Il y a un double. C'est comme dans les épreuves de motocross, tu sais, des triples, des doubles, des quadruples. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était aussi une mention spéciale qu'on avait peut-être moins en tête. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais moins en tête. Mais oui, tu m'as rafraîchi la mémoire. On verra. Peut-être que dans la 3e édition des Étoiles de l'Endurance, il sera de nouveau sélectionné, Julien Lower. Mais il a fait une bonne saison, c'est ce qu'on disait, justement. Bah oui. Voilà. Ouais. Bon, là, c'est une catégorie. Ouais, voilà, celle-ci, voilà. j'adore. Là, c'est. Ah oui, bah non, mais on adore, mais pour des réacts, ce serait parfait évidemment. Mais là, c'est la musique d'un enterrement là qu'il faut mettre parce que là, c'est le crash de l'année. Tu sais, bon, c'est pas vraiment une étoile, mais c'est quand même une image marquante qui a été, bah voilà, forcément un souvenir de 2025. Et on a plusieurs accidents en tête justement. Alors, on préfère quand c'est pas grave, hein, évidemment, mais il y en a eu un petit peu pour tous les goûts. Oui, et c'est on pas a vu de toutes les couleurs. C'est pas le fatal crash de l'année, hein. Non. Ah non, c'est pas. Non, attends, on n'est pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas en faire des caisses. Enfin, je crois pas sur des posts sur Instagram, par exemple. Waouh, victoire de machin pour le crash de l'année. Non, on n'est pas comme ça. Mais on voulait quand même, voilà, se souvenir que Motorsports is dangerous. Je le dis très mal ce matin, ça va pas du tout. Je croyais que t'allais parler de Motorsport TV. Parce que ça, c'est bien, c'est bien une chaîne qui est devenue. Voilà, je fais une balle gratuite. Mais alors, eux, maintenant, ils relaient que des crashs. Ils sont morts complètement. Ah bah oui. Avant c'était vraiment. Il y avait des ambitions, grosse plateforme. Bah avant, c'était Motors TV. Ah bah, tu peux les charger. Hein. Moi, de toute façon, ils m'ont viré Manu Militari avec une lettre même pas recommandée. Donc, voilà. Mais non, mais c'est vraiment. Là, dès qu'il y a un crash, ou alors même, il y a des trucs un peu random. Genre, tu vas te connecter sur Twitter, et là, ils vont sortir un crash des 24 heures de Spa 2017, tu fais ah tiens mais ils ont dû avoir les droits, c'est cool. Aucun rapport, l'éditorial complètement éclaté. Bon, c'était cadeau. Ah bah oui, non mais il n'y a pas d'éditorial monsieur, c'est bien ça la problématique. En tout cas, nous pour les différents accidents de l'année qui nous ont marqué, voilà, sur un millésime qui aura été un petit peu chargé en effet. Pour le coup, on en a identifié 5. Bon, on a peut-être plus hein, évidemment, mais 5 qui pour le coup ont été vraiment marquants. Tu vois, je parle de celui notamment avec Mason et Heinrich aux 24 heures de Spa. Ça aurait pu mal se terminer, donc c'est le premier de nos nominés en tout cas pour ce crash de l'année. On a également à Silverstone pour l'épreuve de LMS des 4 heures pour le retour. Ça a été émaillé de plusieurs incidents. Giorgio Roda notamment qui a été envoyé dans le mur dans la ligne droite juste après Maggotts Beckett Chapel. Dans cette même course, souvenez que la Mercedes de Martin Berry avait été bien aidée par la LMP2 d'Alexander Malikin, qui avait terminé donc dans le rail, hein, cette Mercedes. On se souvient également de Marta Garcia à Barcelone, qui, on ne le saura pas officiellement, mais bon, a peut-être été un petit peu aidé intentionnellement à aller dans le mur. On ne le sait pas, donc on ne peut pas ni affirmer ni infirmer. Marta Garcia, en tout cas, ça nous avait marqué, donc elle fait partie de ces crashs de l'année. Et puis un autre aussi, où alors on sait que le pilote va très bien, qu'il n'y a pas eu de problème, etc. Mais ça a été ultra spectaculaire, c'était à Watkins Glen pour les 6 heures. C'est la Porsche de Nick Tandy qui s'est fait piéger au premier virage, à la réaccélération. Et on mettra tous les liens justement de ces accidents. Mais ouais, il nous avait fait peur aussi, notre ami Nick. Exactement. Alors, je me suis lavé les mains quand même depuis tout à l'heure. Je te donne cette enveloppe. Bon. Allez, merci. Bon, l'enveloppe quand même, on va pas en faire des caisses non plus, mais le lauréat de l'accident de l'année, on a été vraiment marqué. L'année dernière, Earl Bamber avait été le grand lauréat et il nous avait remercié d'ailleurs, il nous avait envoyé un petit mot. You are... Voilà, il nous avait envoyé ça. Donc, on le salue, Earl, s'il nous écoute cette année. Et donc, la lauréate, puisque c'est d'une lauréate dont on parle, c'est Marta Garcia à Barcelone en Michelin Le Mans Cup pour ce gros accident qui nous avait fait vraiment, vraiment très très peur. Bah, qui fait très peur parce que dans le paquet, avec une voiture chargée en essence, donc du coup tout de suite ça part en incendie. Et puis comme tu l'as dit, il y a un peu tout qui est concentré dans cet accident, c'est-à-dire que
ça roule en paquet. On soupçonne quand même, il y a un côté un peu que le Oui. pilote l'ait aidé parce que c'était la voiture rose. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi. Ouais. C'est ce que tu as sous-entendu à l'époque. Et En voilà. fait, je l'ai sous-entendu, on m'est tombé dessus en disant que mais non, mais c'est un jeune course. pilote, etc. C'est un fait de course. Le jeune pilote, il met sur les réseaux qu'il est champion de toutes les catégories dans lesquelles il a roulé. Enfin bon, je veux dire, à un moment, si tu es un pilote qui a gagné dans des catégories, tu sais très bien à quel moment déclencher ton dépassement et ne pas aller jusqu'à aller voilà, toucher l'arrière de la voiture. Je sais que ça peut arriver, mais là, franchement, dans cette ligne droite, il s'est décalé vraiment très très Ouais, tard. voilà. Je trouve. Puis la voiture qui se retrouve. Enfin, en fait, c'est hyper. C'est très graphique comme accident, c'est très spectaculaire. Oui. Moi, j'aime bien quand il y a de la carrosserie qui vole, quand Di Resta, par exemple, il sort large au Porsche et que ça vole. Mais bon, quand il y a du feu, c'est quand même souvent c'est moins bon. Oui. Là, effectivement, comme tu dis, elle s'en est sortie, ça les sauve. Donc c'est pour ça aussi qu'on se permet de l'évoquer. Mais ouais, crash important. J'ai quand même vraiment apprécié le Nick Tandy à Watkins Glen. Parce que il coche. Oui, on peut en parler comme ça, c'est bon, les gens vont être choqués. Oui. Il coche un peu toutes les cases que j'aime bien. C'est-à-dire que tu ne suis pas la voiture quand elle sort. Tu vois, Marta Garcia, par exemple, on a un plan global, et d'un seul coup, on voit que derrière, ça part, et qu'il y a un accident, et après, on a une caméra opposée, ou je sais pas quoi, et on voit plus de détails, mais c'est dans le feu de l'action, on le voit. Le Watkins Glen, c'est vraiment tes pépouses en train de suivre, je sais pas qui est en tête, une Acura, une Cadillac, peu importe. Et d'un seul coup, t'as un plan de coupe où tu vois la 963 où il y a plus grand chose, quoi. Et moi, j'adore parce que t'es en train je me vois un peu en train de bosser. Bon, là, je courrais pas cette course-là, mais tu sais, c'est quand t'es en train de bosser, ou toi, quand t'es en train de commenter d'ailleurs, t'es en train de développer un truc sur, effectivement, là, on voit quand même que les Acura ont cette supériorité. Et d'un seul coup, boum, waouh. Ça, moi j'adore, quoi, ça coupe le rythme, donc voilà. Bon, bref, oui, là ça coupe le rythme. Et puis le carrossage était un petit peu trop prononcé là. L'image, quand il essaye de. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Je pense qu'il essaie de tourner le truc et il y en a une à gauche, l'autre à droite, et pas dans le bon sens. C'est super, ça fait de belles images. Ça nous permet d'apprécier vraiment tout le travail de la carrosserie par rapport au châssis. Enfin, vraiment, c'est sympa. Très sympa. On fera des réacts quand même, hein, quand ça c'est bien terminé, hein, évidemment. Oui, mais après, Silverstone était impressionnant. Toi qui as commenté la course des 4 heures de Silverstone, et d'ailleurs, donc, je mettrai les liens en replay. Je vous mettrai directement les timecodes où vous pourrez aller retrouver les différents crashs qu'on a évoqués, si j'ai le temps. Mais c'était une manche qui était, pour le coup, très animée à Silverstone. Ah ben, on est d'accord, oui, il y a eu beaucoup de crashs. C'était le retour de Silverstone en ELMS. Les pilotes, je pense, ont vraiment compris que le dépassement n'était pas facile sur cette piste, notamment évidemment en endurance, quand on est plus de 40 voitures sur cette piste, ça change un petit peu de la Formule 1 comme on dit. Mais voilà en tout cas les accidents qui nous ont marqués. C'est vrai que l'année dernière on n'avait pas eu beaucoup de lauréats, j'allais dire, de nominés, mais on avait tout de suite penché pour le crash de Earl Bamber. Là on était un petit peu plus hésitant. Voilà, non, entre c'est ça. guillemets. Non, mais le Bamber à Spa avec Galen, c'est ça là? Ouais, sublime. Parfait. C'est un sans faute, monsieur. Il va encore nous insulter. Non, mais enfin, franchement. Non. Bon, on passe à la. Non, mais en tout bien, tout honneur. On passe à la 5e catégorie déjà de ces étoiles de l'endurance. Que le temps passe vite. La course de l'année. Et là, il y en a eu beaucoup, hein, de belles courses. Donc, on a voulu mettre en valeur des courses d'endurance qui ont été vraiment très, très disputées cette année. Les nominés sont donc. Roulement de tambour. Non, c'est après le roulement de tambour, je me souviens plus. Je vais faire comme je peux. On va se mettre d'accord avec le chef d'orchestre. Les nominés sont la course des 6 heures de Fuji, avec un scénario évidemment assez improbable, une victoire alpine mémorable. C'était une course qui était très intéressante à suivre. Les 24 heures du Mans, quelques secondes seulement d'écart entre les deux premiers, la victoire d'une équipe privée depuis... belle lurette, depuis plus de 20 ans je crois, ou 20 ans pile, au général. Et puis évidemment la performance de la Porsche numéro 6 face aux 3 Ferrari, qui pour certaines se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis. Donc les 24 heures du Mans étaient quand même une course très importante. Voilà, je l'aurais dit ici, tu pourras le noter mon cher Geoffroy. Autre nominé, les 6 heures de quota pour le scénario, la pluie et au final voilà un dénouement qui se fait sur le sec.
Et puis l'épreuve des 4 heures de Silverstone en ELMS justement pour ce retour. Je l'ai dit, le trafic difficile à gérer, quelques accidents, des drapeaux rouges, des dépassements et puis à la fin des vainqueurs surprenants puisqu'il y a eu des pénalités dans les stands. Bref, c'était un scénario complètement fou. Voilà pour les nominés. Donc ça va, on s'est cantonné à 4. Et donc là, roulement de tambour. Pour le lauréat ou la lauréate, je ne sais pas, la course de l'année. La course, elle a sa petite personnalité, elle a sa petite personnalité. Alors voilà, on est comme ça, on est comme ça. Allez, passe-moi cette enveloppe. Voilà, merci. Le gag, quand même. Le gag long quand même. Oui, c'est ça. Puis ça dure depuis l'année dernière, mais comme vous n'étiez pas tous dans le club, vous n'étiez pas encore au courant. Il faudra que je me renouvelle pour l'année prochaine. Le lauréat, la course de l'année, en tout cas la lauréate de cette saison 2025, eh bien, ce sont les 6 heures de Fuji pour le scénario, pour la victoire française, pour le spectacle qu'il y a eu, les dépassements en piste, les accidents de la part de certains pilotes, la BMW de Marcello, les Aston Martin qui ont fait le spectacle. Bref, pour tout ça, Fuji, t'étais plutôt d'accord avec ça? J'ai toujours tendance à... Déjà, j'ai toujours préféré aux voisins les voisines, comme disait Ronan Luce. Et j'ai toujours... Pas d'où ça sort. J'ai toujours tendance à quand même placer les 24 heures du Mans en haut, en course de l'année, parce que joyau de la couronne, parce que course la plus longue, enfin l'une des plus longues, oui, et Daytona aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus là, le scénario, la Porsche qui termine à 14 secondes, la bataille quand même Porsche-Ferrari, assez intense, mais on en a discuté et je me suis dit finalement il y a quand même eu ce contrôle sur l'épreuve de la part de Ferrari au Mans, qu'on le veuille ou non. Oui. Porsche a tout donné et on sentait que Ferrari a tout donné mais finalement avait encore sa propre marge. J'ai envie de dire, ils ont tout fait pour perdre. Hein. Ils ont pas réussi, ouais, mais ils ont tout fait pour perdre. En fait, c'est ça. Non, mais en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est ça. C'est qu'ils ont eu des pénalités qui ont été plus ou moins annulées parce que y a eu la sortie de la voiture de sécurité, notamment pendant la nuit, qui fait que tout le temps qu'aurait pu gagner la Porsche a été évaporé. Ils ont eu leur propre démon à gérer avec finalement la jaune qui gagne, qui n'est pas en parade, comme tu as pu le voir à Modène, hein, Maranello. C'est vrai. Elle est pas là-bas, hein, elle est chez Pozzi en exposition. Bref. Ouais. Et d'ailleurs, la célébration de cette victoire a été réalisée dans la concession Charles Pozzi en France. Donc, bref, en fait, il y a plein de trucs qui font que c'était quand même une super édition, et il y a plein de trucs qui me disent que, bah voilà, on est sous BOP, et on est sous un truc qui manque un peu de cette saveur. Alors, on était encore avec une BOP aussi aux 6 heures de Fuji, mais voilà, la victoire française qu'on attendait, ce déclic... c'est pas la première victoire française en WEC, mais bon, vous comprenez, de l'ère hypercar, c'est quand même la première importante. On mettra de côté, encore une fois, celle de l'ancienne Alpine. Donc, on attendait Peugeot, peut-être, vu qu'ils sont présents depuis plus longtemps qu'Alpine. C'est Alpine qui gagne, comme tu l'as dit. En plus, on reboucle là avec Charles Milesi notamment. Enfin, ouais, pour moi, excellente course et très très animée. Aston Martin qui a longtemps été aussi en haut. C'est vrai. Enfin, vraiment très très sympa. On attendait Toyota parce que c'est chez eux. Il y a eu vraiment, c'était une course très sympa, très très sympa. Ouais. Bon, bah voilà, donc en tout cas, lauréate de cette course de l'année, n'hésitez pas à nous dire, hein, évidemment, dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout est contestable, ah ouais, vraiment, ouais, allez-y. Hein. On est ouvert parce que voilà, c'est un épisode qui se déguste pendant toutes les fêtes, donc voilà, on sera là pour vous répondre aussi, et on est là pour vous répondre sur le chat, sur les différents réseaux sociaux, et puis en commentaire surtout, voilà. On passe à la catégorie suivante, la 6e, sur nos 10 catégories des étoiles de l'endurance QV 2025, le gentleman de l'année. Gentleman de l'année, c'est important aussi parce que sans eux, Geoffroy, pas de course, hein, ouais, et on va dire, parce que voilà, ils sont là aussi de façon importante pour financer. Comme les autres catégories, je me suis forcément appuyé sur ton expertise, et là-dessus, tu as été assez direct. On va donner les nominés d'abord, bien sûr, mais bien évidemment. Je sais que tu as été assez directement décisif. Oui. Pour moi, il n'y a pas trop de surprises. L'année dernière, on avait élu comme gentleman de l'année Rodrigo Sales. Oui. Bon, cette année, il n'est pas nominé. Les nominés sont Ryan Hardwick pour son titre en LMGT3, pour sa prestation globale donc avec l'équipe Monte. Tom Van Rompuy qui lui roulait cette année avec l'équipe TF et qui a su s'adapter au GT après avoir connu de la compétition en proto. PJ Hayet pour ses différents titres et ses victoires
en 2025. Et puis François Heriot pour sa saison solide en WEC avec Ferrari en LMGT3, une victoire avec AF Corset. Et puis cette découverte aussi, mine de rien, récente de la Porsche en Asian Le Mans Series. Voilà, il est un peu tout terrain, notre François Heriot. Et donc voilà les 4 nominés de cette catégorie Gentleman de l'année. Donc pas de Rodrigo Sales, pas de François Perrodo, mais on a voulu un petit peu rebattre les cartes et saluer un nouveau gentleman justement pour ces étoiles de l'endurance. Alors, le lauréat gentleman de l'année, le meilleur selon nous évidemment. Je sais que tu t'es appuyé sur mes connaissances de ces équipages Pro-Am et j'ai voulu, et nous avons voulu, mettre à l'honneur PJ Hayet, les titres en ELMS, en Pro-Am, en IMSA, les belles prestations aussi aux 24 heures du Mans, le fait de s'entourer de Dan Cameron et de Louis Delettra, c'est pas un hasard aussi. Il a fait les choses comme il faut et pour nous c'était le gentleman de l'année. Bah, ouais, parce Quelque chose à rajouter? Bah ouais, rapidement. Un peu comme tout à l'heure, je veux pas les comparer directement, mais comme on l'a dit pour Charles Milesi qui est vainqueur dans plusieurs championnats. Là, comme tu l'as dit, il y a de la victoire en ELMS, il y a de la victoire en IMSA. Au Mans, ils gagnent le Pro-Am et ils sont 3e du P2, je crois. Donc c'est quand même une belle perf, quoi. Et puis voilà, il y a ce projet aussi AO qu'on suit et j'avoue y être sensible avec les décos sur les voitures qui sont toujours originales. Enfin, voilà, il participe à la construction de la légende, avec des guillemets, de l'endurance, quoi. C'est-à-dire à avoir des voitures iconiques dont on se rappellera dans 15 ou 20 ans. Enfin voilà, à construire un projet global. On a le projet Iron Dames qui malheureusement ne sera pas renouvelé en WEC, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a Iron Dames, il y a les constructeurs par définition ont aussi leur propre projet, mais pour des équipes indépendantes, c'est parfois plus compliqué. Il y en a où c'est juste ils se pointent avec une livrée, des sponsors et puis bon voilà, ça restera pas. On les zappera. Là, je trouve qu'il y a un truc global, donc effectivement, c'est aussi le rôle du gentleman. C'est pas seulement de ramener la valise avec les billets comme on le dit, c'est aussi pourquoi pas de construire un projet global, de s'inscrire dans une équipe. Et donc ouais, je trouve que c'est assez cohérent que ça soit lui en tout cas. Ouais, et puis mine de rien, comme tu disais, tu vois, le fait de construire et de faire appel à des pilotes justement qui ont fait d'excellentes prestations, des pilotes qui Savoir sont s'entourer, aussi... ouais. ouais, voilà, c'est ça, qui sont aussi, j'allais dire, en devenir. Alors, je sais pas si Louis Delettra est en devenir, mais en tout cas, en endurance, il s'est fait une vraie place et il accumule les titres comme des perles. Donc, voilà, c'est important, je trouve, d'avoir des gens comme PJ Hayet prendre sérieusement cette mission de pouvoir rouler en championnat d'endurance. Super. Bon, on passe à la catégorie hypercar et on n'a pas nommé meilleure équipe hypercar parce que ça serait trop facile, on aurait mis Ferrari F Corset, ils auraient tout raflé. L'année dernière on aurait mis Porsche parce qu'ils ont été champions avec les pilotes notamment. Voilà, bon, du coup on s'est dit la catégorie bonne surprise de l'année, selon nous hein, évidemment, en hypercar. Donc de fait j'imagine qu'on évacue Ferrari, on peut même peut-être évacuer Porsche aussi parce que on s'attendait à ce qu'ils performent. Oui. La mauvaise surprise, on peut dire que c'est Toyota, mais du coup ils sont pas dans les nominés pour la bonne surprise. C'est un petit peu ça l'idée. C'est vrai. Voilà. Donc les constructeurs qu'on a retenus entre guillemets, évidemment qu'ils auraient pu tous faire partie de cette catégorie. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire hein, en commentaire pour cette catégorie 7. Vous mettez voilà catégorie 7 hypercar et puis ensuite vous nous donnez vos avis. Donc nous on a imaginé certains nominés. Donc Aston Martin pour voilà les prestations qui ont été faites et l'utilisation au mieux de cette BOP. Saison inaugurale de la Valkyrie LMH. Tout à fait. Ouais. Voilà. Peugeot quand même pour les podiums, pour les prestations aussi solides, pour le fait aussi d'être résilient et de montrer que voilà on n'abandonne pas et qu'on a une voiture qu'il faut faire progresser, mais on a vu qu'il y avait de l'encouragement justement et des performances encourageantes. On a voulu remettre Alpine, c'était Alpine l'année dernière pour nous la bonne surprise hypercar. Alors est-ce qu'Alpine va faire le back-to-back? Et on a aussi tenu à mettre Cadillac voilà, pour cette saison sous la bannière Jota également. Alors équipe d'usine hein, bien sûr, mais Jota est en exploitation, un peu comme Penske est avec Porsche. Du coup, je me permets, je vais prononcer le nom, la marque BMW. C'est peut-être la seule fois où on va la prononcer de cet épisode, mais voilà. Ils sont pas nominés, mais voilà.
Il fallait qu'on le... Tu mettras, tu sais, c'est une rustine, tu mettras ce morceau-là peut-être un petit peu à 20 minutes, à 30 minutes, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on les voit et nulle BMW. part. Et spoiler, ils sont nulle part. Hein, donc... Et... J'en ai cité un petit peu, mais j'ai cité Marcello tout à l'heure pour le crash à Fuji. Ouais, oui, et puis Wittmann, mais en hors catégorie en GT3 ou Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais non, ça n'a rien à voir, monsieur. C'est vrai que BMW, non, on n'a pas pu. On a hésité. Hein. Je me suis dit, est-ce que je les mets ou pas? C'est vrai qu'il y a eu des bonnes prestations en IMSA. Ouais, mais bon, ouais, en WEC. Ouais. Franchement, j'espère qu'avec WRT l'année prochaine, ça sera mieux. Mais là, on parle bien d'une catégorie hypercar en WEC. Hein. On n'a pas parlé de GTP, on n'a pas parlé d'autres championnats. Pour ça qu'on s'est permis de ne pas citer BMW ou juste de les citer comme ça pour dire voilà, ils sont là. Merci à eux d'exister. Les nominés ont été donc donnés. Et bien maintenant, il est temps d'ouvrir cette enveloppe. Et c'est pas sans émotion que j'ouvre cette enveloppe en citant le lauréat, bonne surprise hypercar en WEC, avec Cadillac. Cadillac donc qui va avoir pas mal de lots cette année, avec des courses menées, des pôles. Alors oui, il y a eu une cagade au Qatar évidemment, mais ce que l'on voulait souligner aussi, Geoffroy, et tu me diras si je vais trop loin, mais c'est l'arrivée avec Jota. Et surtout tout de suite les bonnes performances qui ont été constatées. J'ai trouvé que la montée en puissance de Cadillac avait été vraiment formidable. C'est ça, en fait, ouais, surtout, j'ai l'impression qu'ils ont su avec ces deux voitures, enfin, ils ont un peu rassemblé leurs petits, alors qu'avant, je trouvais que l'engagement était un peu décousu. Tu sais, Chip Ganassi, et puis Cadillac Racing, ouais, Action Express. Action Express, ouais, c'était un peu dans tous les sens, je trouve. Là, il y a eu cette règle d'avoir deux voitures. J'ai l'impression que ça a posé un cadre et que ça leur a donné une nouvelle stature qui s'est conclue par une victoire notamment. Ça reste faible dans une saison à 8 courses. Une seule victoire, c'est comme Alpine par exemple. On pourrait se dire, bah, Alpine, on l'a pas mis en surprise, on l'a pas mis là, on les a pas. Pas de nouveau. Oui, voilà. Parce que pour le coup, ils terminent derrière BMW au championnat. Oui, il y a eu la victoire et c'était très beau, mais je dirais qu'en termes de constance, Alpine était un petit peu moins au rendez-vous que l'année dernière. Ouais, et puis oui, non, c'est vrai. Non, mais Cadillac, la bonne surprise de. Je sais, bon, toi, tu y as beaucoup cru, beaucoup plus que moi. Je continue d'y croire, monsieur. J'avoue que cette fameuse, j'en parle à chaque fois, mais cette fameuse première ligne aux 24 heures du Mans, c'est quand même un fait important, un fait majeur. Malheureusement, bon, ça s'est pas concrétisé plus. Il y a eu cette régularité de l'équipage de la 12 qu'on a évoqué au tout début. Oui, c'est vrai qu'une deuxième victoire aurait permis d'enfoncer un peu plus le clou, quoi. Mais bon, il n'y a que 8 courses. On n'est pas comme en F1, donc si on avait eu 12 manches, je pense que Cadillac en aurait eu une, voire deux de plus. Ah, intéressant. Moi, je pense que Toyota en aurait eu plus aussi. Ah, oui, aussi. J'imagine. Donc voilà, en tout cas, bravo à Cadillac, parce que outre l'équipage de la 12, qui, selon nous, hein, a mérité d'être l'équipage de l'année, eh bien, on a eu aussi voilà, le fait de nommer Cadillac et d'élire à Cadillac la bonne surprise hypercar en WEC de la saison 2025. On passe à la meilleure équipe LMP2, et là, il va falloir remettre justement son dévolu sur le LMS. Il faut suivre le LMS pour être au courant des meilleures équipes LMP2. Alors oui, il y a aussi une course aux 24 heures du Mans, oui, il y a de l'Asian Le Mans Series bien sûr, il y a l'IMSA, mais c'est quand même globalement en ELMS que nos regards sont tournés. Alors, on va citer les nominés, évidemment. Alors ils sont nombreux, oui quand même, ils sont nombreux. Alors, on cite Inter Europol Compétition, qui a gagné aux 24 heures du Mans, qui s'est battu jusqu'au bout pour le titre en ELMS, dans une bataille à 3 face à Idexport et face à Panis VDS Racing. Et bien justement, l'équipe face à eux, VDS Panis Racing, avec le titre en ELMS, est nominé, bien sûr, dans cette catégorie meilleure équipe P2. On a également AO Racing, alors je parle de AO by TF en ELMS et puis de AO Racing en IMSA, parce que comme on l'a dit avec PJ Hayed, voilà, c'est une équipe qui se structure et qui réussit à s'imposer un petit peu sur toutes les pistes. On voulait aussi citer AF Corse, enfin nominé AF Corse, pour la victoire en Pro-Am à Barcelone, mais surtout la victoire au général dans le dernier tour face à l'équipe Idexport Genesis Magma Racing. L'équipe Algarve Pro Racing, toujours présente, oui. Un titre en Asian Le Mans Series l'année dernière, enfin la saison 2024-2025, une belle position en catégorie Pro-Am en ELMS, ils se sont battus jusqu'au bout aussi pour le titre ELMS, donc voilà, l'équipe Algarve toujours là, et puis United, non je rigole, non, pas United,
Non, là. Non, hein, c'était trop. Là, s'il y avait eu une catégorie équipe LMP2, oui. Oui. Et ben là on pouvait citer United. Ils font partie des équipes LMP2. Exactement. Et là, on les aurait cités bien volontiers, quoi. Voilà, on aurait dit United Autosport, oui, équipe LMP2, bravo. Mais là, il y avait le meilleur juste devant. Voilà, bon, pour les nominés, donc ils sont 5 à être nominés. Et sans plus tarder, évidemment, je sais que vous êtes impatients de savoir quelle est la meilleure équipe LMP2. Eh bien, j'ouvre l'enveloppe et je vous dis que la lauréate de cette saison 2025, catégorie équipe LMP2, l'équipe VDS Panis Racing, avec le soutien et l'exploitation de l'équipe TDS Racing de Xavier Combet et Jacques Morello. Voilà pour le titre en ELMS et pour cette affirmation finalement, Geoffroy, dans la durée aussi. Ça fait longtemps qu'on voit l'équipe Panis être présente en ELMS et voilà, ça y est, le Graal, le titre cette année. Bah, en fait, c'est ce qu'on a vu ensemble quand on a décidé de ce palmarès, c'est que l'équipe Panis VDS, elle est déjà solidement présente et implantée en endurance depuis plusieurs années. Mais il y a eu du temps avant que le compteur de victoire se débloque. Et là, il a été. Maintenant qu'il est débloqué, ils ont pas mal enchaîné. Et ils font partie maintenant des équipes où, tu sais, quand tu dois considérer, quand tu fais des pronostics avant une course, comme on le fait d'ailleurs à tous nos épisodes, souvent quand on fait des previews, avant l'équipe Panis, on se disait oui, c'est des prétendants, bon, faut pas totalement les zapper, mais bon, là maintenant, on les considère à chaque fois. Donc ils ont vraiment changé de stature dans cette année 2025. Interopol a changé de stature l'année dernière. Oui. Ou il y a 2 ans, peut-être même plus tôt, avec la victoire en 23 au Mans. Ouais. AO a déjà, TF, AO Racing a déjà ce statut. F Corset, ils sont incontournables aussi depuis des années. On se souvient des saisons en ELMS, notamment avec François Perraudot, qui était peut-être pas au sommet de son art, mais en tout cas qui avait vraiment des saisons très consistantes. Voilà. Panis VDS, pour moi, c'est vraiment là où il y a eu ce déclic. Et toi, tu l'avais dit, hein, t'en avais parlé, on l'a raconté dans un épisode il n'y a pas très longtemps. Dès le début de saison, en coulisses, il se disait que ça va être eux cette année, quoi. C'est ça. Et ça a été justement vraiment une saison de domination, quoi. L'année dernière, on avait mis AO by TF parce qu'ils avaient réussi à faire une saison fantastique. Là, c'est vrai que cette année, étant donné qu'ils en ELMS sont en Pro-Am, on les voit un petit peu moins. L'année dernière, c'était vraiment la victoire au général avec justement un équipage incroyable aussi. Donc voilà, c'est ce qui nous a mené vers cette nomination et cette élection de AO by TF l'année dernière. Mais là, cette année, voilà, Panis, l'équipe Panis Racing, vraiment au rendez-vous. Et cette année, d'ailleurs, 2026, sera Panis Forestier Racing. Hein, plus de marque VDS, mais bien le soutien de Forestier Racing avec Louis Rousset, qui passe de LMP3 à LMP2, toujours avec l'exploitation de l'équipe TDS, hein, évidemment. Ok, bah tu me l'apprends. Tu vois, voilà. Bon, très bien. Non, mais on fera un épisode preview de l'ELMS, hein, ça. Le peuple le réclame. Oui. Non, bon, d'accord. Si. Vous le réclamez. Dites-le en commentaire que vous réclamez l'épisode preview de l'ELMS. On passe à ma catégorie préférée. Voilà, la catégorie LMP3. Et on va citer la meilleure équipe LMP3. Je t'ai laissé faire les choix de lauréats, évidemment. Oui, et de nominés. Bien sûr, c'est moi qui ai tout fait. Je sais que tu as travaillé toute la nuit, hein, c'est pour ça que t'as pas dormi. Voilà, t'as fait une nuit blanche pour pouvoir avoir les nominés suivants. Et je te remercie parce que j'aurais pas trouvé sinon. On va citer l'équipe Race GP pour leur saison en Michelin Le Mans Cup, pour leur arrivée aussi depuis l'année dernière en endurance, alors qu'ils étaient spécialisés dans la monoplace, et ils le font avec beaucoup de professionnalisme comme ils en ont l'habitude, et beaucoup de sagesse aussi, je dirais. Enfin, voilà, ils apportent vraiment leur savoir-faire de la monoplace. Donc RSGP, bravo à eux pour cette saison. À l'équipe CLX Motorsport pour le titre, bravo également, parce que on l'a dit, 5 victoires sur 6, 6 pôles sur 6, c'était du grand art. Le team Virage pour j'allais dire la faculté de rebond et de résilience après 3 épreuves de début de saison complètement ratées. Le team Virage a su trouver des solutions et des ressources pour revenir aux avant-postes, et d'ailleurs en 2026 ils seront en LMP2 également, le team Virage. Donc voilà, on voulait les saluer et les nominer, bien sûr. Et puis l'équipe M Racing, Yvan Muller, avec un beau duo, Stéphane Tribodini et Quentin Antonel. Alors ça s'est pas vu au niveau des résultats bruts, j'allais dire,
mais ils se sont battus longtemps pour la place de vice-champion derrière CLX Motorsport et ça leur a échappé de peu. Donc on avait envie de citer l'équipe M Racing en tant que nominée dans cette catégorie meilleure équipe LMP3. Bon, tu gardais précieusement cette enveloppe chez toi. Attends, ouais, vraiment, j'ai avec soin celle-ci. Ah bah oui, je sais. C'est pour ça que je m'empresse d'aller te la récupérer, mais je te la rends après, hein. Promis. Elle est très belle, en plus elle est dorée. Enfin, c'est vraiment la seule enveloppe qui se démarque, hein. C'est vraiment la catégorie qui te tient à cœur. Non, c'est pas vrai, évidemment, c'est à moi qu'elle tient à cœur. Et donc, l'équipe lauréate, la meilleure équipe LMP3, selon nous, bien sûr, selon l'Endurance Club, bien sûr, eh bien, c'est l'équipe CLX Motorsport. Pas trop de surprise, évidemment, pour son titre rondement mené et surtout rondement décroché en ELMS. Bravo à Julien Neveu, hein, l'ingénieur, l'un des ingénieurs, évidemment, de chez CLX Motorsport. Un titre exceptionnel avec 3 pilotes qui ont fait vraiment le travail qui leur a été demandé. Et puis l'année prochaine, Adrien Cloménil et Théodore Jensen vont passer en LMP2. Malheureusement, Paul Lanchère n'ira pas en LMP2, mais il aurait mérité toute sa place, évidemment, dans cette voiture. Ça promet, hein, on aura donc une jeune génération là, qui arrive, justement. Et cette équipe CLX, j'ai trouvé qu'en LMP3, elle avait confirmé ses bonnes prestations. Quand même un petit mot sur leur domination, c'est jamais un hasard, hein, quand on domine une saison comme ça. Non, en fait, comme tu dis, CLX, c'est Cool Racing, donc bon, ils sortent pas de nulle part. Et c'est, est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'il y a il y a des focus qui sont définis, genre là ça a été plus le P3 que le P2 ou non, je dis Ah. En tout cas, c'est rare qu'il y ait des succès dans les deux, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et je suis d'accord, mais je pense pas par contre que ce soit fait exprès. Non, en fait. bien sûr. C'est pour ça que je te dis, je pense pas que ce soit une bêtise que tu dises ça, mais il ne se l'avoue pas. C'est un petit peu comme Inter-Europol. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler justement pour faire fonctionner les deux programmes, parce qu'en LMP3 c'était pas si mal aussi, et l'équipe Inter-Europol s'est battue jusqu'au bout pour cette fameuse place de vice-championne. Je crois qu'ils terminent à quelques points seulement. Donc dans cette saison de l'ELMS, il termine 3e à 3 points du Team Virage. Donc c'est assez voilà, remarquable, je dirais. Alors que en LMP2, ils ont réussi à se hisser en deuxième position après 5 places de deuxième consécutives. Donc les Euro Inter Poulidor compétition, évidemment, eh bien, se démarquent. Mais c'est vrai que chez CLX, il n'y a pas eu encore le déclic pour faire gagner à la fois les LMP2 et les LMP3. Mais je pense que ça demande des efforts. Les jeunes, ça va. Ouais, je pense que ça demande des efforts un peu dingues de mobilisation de personnel, enfin ouais, voilà, c'est chaud. Hein. Il y a des clients face à eux, hein, parce que quand on voit la liste en LMP2, l'équipe TDS qui est en exploitation de VDS Panis Racing, l'équipe Inter-Europol Compétition, l'équipe Idexport évidemment, l'équipe Algarve Pro Racing, on a vraiment des clients. Vector Sport aussi, mine de rien, hein, ils auront 2 voitures en ELMS l'année prochaine, une en Pro, une en Pro-Am. Vector Sport, c'est vrai que c'est un peu comme BMW. Ben voilà, vous l'aurez entendu ici, on va citer Vector Sport, mais c'était vraiment une grosse concurrence pour CLX, alors qu'en LMP3, je dis pas que la concurrence est moindre, je dis juste qu'ils ont vraiment réussi à bien maîtriser cette nouvelle version de la Ligier JSP 325, parce qu'on avait une nouvelle LMP3 cette année, faut pas oublier non plus, avec un nouveau moteur, et ça a pu changer un petit peu les choses, quoi. Ah oui, carrément. Bravo. Merci. Voilà. Je les flatte. Merci pour eux. Bon, passons sans plus tarder à la 10e et dernière catégorie officielle, avant nos catégories bonus, bien évidemment. La meilleure équipe GT3. Alors, roulement de tambour, les nominés sont TF Sport pour leur saison en ELMS, pour leur saison en WEC, pour leur adaptation aussi à la Corvette, mine de rien. L'équipe de Tom Ferrier, encore une fois, au rendez-vous. On va citer également Monte Racing pour les titres en WEC, le titre en WEC bien sûr, la victoire aux 24 heures du Mans, et puis évidemment le doublé en Asian Le Mans Series 24-25, donc c'était en début d'année 2025. Ils ont quand même signé le doublé, donc c'est pas un hasard, hein, évidemment, si cette équipe est encore au rendez-vous. On voulait citer également et nominer l'équipe Acodis ASP Team avec 2 victoires en WEC, si je ne dis pas de bêtises, et de belles performances et prestations avec cette fameuse Lexus. Donc un bel attelage, j'allais dire, et une belle équipe. Et puis l'équipe AF Corset pour
On en a parlé tout à l'heure en citant François Herriot, mais pour la victoire en WEC, pour le titre de vice-champion 2025 en LMGT3. Donc voilà les nominés de cette catégorie LMGT3. Bon, je te prends l'enveloppe, comme il se doit. Elle clignote celle-là, tiens, on a mis une guirlande. Bon, bah, c'est Noël bientôt, donc on en profite. La meilleure équipe, GT3, la musique est là, et on sait, hein, c'est vraiment, c'est au cordeau. La lauréate équipe LMGT3 2025, la meilleure donc, eh bien on a tous les deux pensé, Geoffroy, et je te laisserai nous expliquer pourquoi, à l'équipe TF Sport de Tom Ferrier, meilleure équipe LMGT3 cette année. En fait, ouais, on les a choisis pour plusieurs raisons. On aurait pu mettre Monte Racing, mais on a déjà titré l'année dernière Purix Racing Monte, enfin bref, l'équipe Porsche. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, tu l'as bien déroulé, le titre WEC, Victor Roman, en Asian Le Mans l'année dernière, ils ont fait le taf. Donc oui, ça semble logique, mais on n'a pas choisi eux. On n'a pas pris non plus à Codis. Quand tu l'as dit, là, j'ai vraiment bugué encore. Je me suis dit, non mais il rajoute une victoire à cette pauvre Lexus. Mais non, en fait, t'as raison, Sao Paulo et Bahreïn. Donc, oui. C'est pas la meilleure équipe, c'est l'une des meilleures équipes au sens où avec une voiture qui a 10 ans dans les pattes, ils arrivent à faire des miracles et à lui offrir 2 victoires en WEC. Donc, et en plus, ils vont retaper encore une saison avec, je trouve ça fou. Mais donc, oui, à Codis, à SP Team, oui, une des meilleures équipes du monde en GT, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on a finalement orienté notre vote sur notre choix vers TF Sport parce qu'il y a la complémentarité, comme tu l'as dit, entre ELMS et WEC. Le fait d'être dans ces deux niveaux de la pyramide de l'endurance, c'est quand même, et on vient de l'évoquer avec P2, P3, bah là t'es dans 2 championnats différents, donc c'est quand même un taf de ouf. C'est une équipe qui aussi historiquement est très fortement liée à Aston Martin depuis leur début. En fait, ils étaient liés à Aston, ils ont basculé chez Corvette l'année dernière. Pas forcément avec... C'était un gros pari. Ouais, voilà, exactement, un gros pari, parce qu'on l'a dit, c'est l'ouverture, c'est la libéralisation un peu des Corvettes, où c'est plus que Pratt et Miller qui gèrent les engagements, mais tu peux en tant qu'équipe privée avoir des Corvettes, donc c'était un vrai pari de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que finalement ça fait 25 ans que c'est Pratt et Miller qui est quasiment exclusif sur ces voitures. Il y a des exceptions, je sais, l'arbre compétition, tout ça machin, mais globalement quand même ça restait un truc un peu américano-américain. Le fait d'avoir accès à ces châssis, c'est un risque, et là en saison 2 ça marche, donc voilà, je trouve que c'est pour moi c'est le fait de récompenser à la fois, comme tu l'as dit, les résultats et comme tu l'as évoqué aussi, leur adaptation à cette nouvelle configuration de voiture et à tout, quoi. Pour une équipe anglaise, rouler avec la plus américaine des voitures, c'est top. Et de réussir, c'est top, quoi. Alors, et puis des victoires. Ce que je vois aussi, c'est qu'en WEC, il y a des victoires pour la voiture de Andrade, Eastwood et Van Rompuy, ouais. Et il y a une victoire aussi pour Edgar Jungadella et Keating. Donc c'est pas étonnant et c'est pas anodin justement de retrouver une équipe qui a réussi à faire fonctionner ces deux autos. Ouais. Ça, mine de rien, c'est quand même aussi une sacrée performance. Et puis en plus, voilà, on rajoute leur travail en LMP2, etc. Enfin, vraiment, ouais, les constances dans les championnats, c'est vraiment ce qui me marque de cette équipe TF Sport. Donc voilà, on arrive au terme de ces 10 catégories, mais on ne vous a pas lâché comme ça, et on ne va pas vous lâcher comme ça dans l'Endurance Club, évidemment. Cet épisode de gala avec plein de belles musiques, et on s'est mis sur notre 31, donc on va... quoi je vais voir. Si. C'est là, les gens sauront, là, tu vois, parce que là, je sais pas encore la tronche du montage. Là, les gens sauront si j'ai fait le taf ou si vraiment je... Voilà. Ouais, bon. Non, il faut. Non, c'est un épisode de gala. Non, là, il n'y a pas le choix, monsieur. Il n'y a pas le choix. Ok. Bon, alors, vas-y, catégorie bonus. Eh bah oui, on n'a pas une, mais 2 catégories bonus. La première, si vous étiez avec nous l'année dernière pour ce premier épisode des Étoiles de l'Endurance et pour ce premier opus, eh bien vous le savez, on va élire le meilleur espoir de l'année, la révélation de l'année, si l'on peut dire. L'année dernière, on avait opté pour Esteban Masson parce qu'il nous avait vraiment régalé. Et donc là, on a 3 nominés. C'est pas mal, hein, ça veut dire que la nouvelle génération pousse quand même, mine de rien. Alors, vous nous direz en commentaire si vous aviez d'autres révélations aussi de votre côté. Mais pour nous, on a opté pour Adrien David, titre en Michelin Le Mans Cup, des performances incroyables. Il va forcément évoluer dans cette pyramide de l'endurance. Il a fait un test en WEC avec l'équipe Lexus et ça s'est très très bien passé.
Donc on le retrouvera en WEC cette année, Adrien David, vraiment un client. On a également Mathis Jobert, qu'on voulait nominer pour ses performances en ELMS, pour sa montée en puissance aussi. Et puis finalement il avait un double programme, il roulait en Porsche Carrera Cup France, il roulait en ELMS et il faisait partie du Genesis Trajectory Programme et il a été promu dans l'équipe Genesis, il s'y attendait pas si tôt et en plus c'est une tête bien pleine et bien faite parce que Mathis Jobert, eh bien, il fait des études et il continue justement ses études en parallèle, donc vraiment chapeau à lui parce que c'est pas simple. Et puis autre nominé, et là on n'est plus dans le côté français mais on est dans un côté international, Griffin Peebles. Si vous ne le connaissez pas, eh bien vous allez, je pense, apprendre à le connaître au fur et à mesure des différentes courses parce que sa saison en Michelin Le Mans Cup avec une Ligier a été très solide et en ELMS il roulait avec une Duquesne. Dans les mêmes week-ends, il roulait à la fois avec une marque de voiture puis l'autre et à chaque fois il faisait des résultats incroyables et pourtant c'est pas la même philosophie de voiture entre les Duquesne, les Ligier. Il aurait pu aussi rouler chez Ginetta ou chez Hades mais en tout cas Griffin Peebles, voilà, ça fait partie de ces jeunes de talent. Alors, on a cité les nominés. Est-ce qu'il y en a un qui t'a ébloui par son talent et je te laisse le dire peut-être, voilà, la révélation pour nous de l'année, Geoffroy. Qui est-il? Pour nous, il n'y a pas d'enveloppe là, parce que c'est la catégorie bonus. Pour nous, la révélation de l'année, c'est Mathis Jobert. Ah, bravo, Mathis. Ouais, pour parce que cette promotion. Comme tu l'as dit, alors tu lui as mis la Cup France, mais il était en Super Cup, je crois, cette année. La Cup France, c'était les autres années, je crois. Mais oui, non, t'as raison. En plus, j'ai commenté. Je voulais dire Super Cup. Aïe, aïe, aïe. Mais à coup pas, on coupera au montage. Oui, en plus, il a gagné en Super Cup. Ouais. Il fait partie de ces pilotes français qui ont offert des victoires à la France en Super Cup. Alors, sauf si vraiment il fait un crochet dans sa carrière, mais je pense que maintenant c'est plus le cas. Il sera jamais titré en Cup France parce qu'il a fait 2 et 4 au championnat. Après, il peut y retourner s'il veut, mais je pense que là maintenant, son programme suit une autre trajectoire. Bien évidemment, mais il ira en Genesis Cup. Exact, ouais. Donc 3 victoires en LMP2, en LMS quoi. Oui. Je t'avoue que je l'ai pas trop vu arriver. Parce que oui. le programme IDEXPORT by Magma Genesis, etc. en ELMS, c'est pas que j'y croyais pas, mais sur le papier en tout cas, c'est clairement pas là-dessus que je misais au départ, parce que Mathis Jobert, je l'avoue, j'avais pas une connaissance très poussée de l'engin, j'allais dire, du garçon. Jamie Chadwick, j'en pense beaucoup de bien, mais on sait que c'est pas la plus rapide. Et puis il devait y avoir Logan Sargent. Et Logan Sargent, mais après, du coup, ça a périclité. Ils nous ont mis Juncadella, très 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 bon, mais je me suis dit, oula, ça part sur des bases un peu différentes. Et puis au moment, ça sera l'auteur, ok. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce truc? J'ai pas trop cru, tu vois. Et au final, ils m'ont carrément fait mentir, ils m'ont carrément prouvé le contraire. Victoire en ouverture à Barcelone, la victoire du Castellet aussi solide avec, je crois de mémoire, un peu de la stratégie, etc. Silverstone, victoire maison pour Chadwick. Il y a eu vraiment un truc. Et puis Mathis Jobert, on l'a croisé. Toi, tu l'as croisé pas mal de fois, mais moi, je l'ai croisé qu'une seule fois du coup au Mans cette année. Il y a déjà un truc, comme tu l'as dit, sur le côté tête bien faite et bien pleine. Il y a déjà aussi. Attends, il est ingénieur. Ouais, il y a déjà aussi ce côté très. Enfin, il se balade à côté de l'auteur. Tu sens qu'il y a. Alors, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas ce ratio gamin et père, enfin, et paternaliste d'André Lauter. Ouais, je suis d'accord. Ils ont quasiment. Ils ont plus de 20 ans d'écart, parce que l'auteur est plus vieux que moi et j'ai vu que Mathis Jobert a 20 ans. Et plus jeune que nous. Ouais, oui, ça c'est sûr. Mais tu vois, il y a ce côté. Bon, après, c'est aussi parce que t'es chez IDEC, où t'es sous le patronage de Nicolas Minassian, et André Lauterer, je pense, est aussi très bienveillant, et il va certainement pas se positionner comme le mec qui sait tout et qui va t'expliquer la vie. Donc, ça aide bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi que Mathis Jobert a déjà cette capacité à. Il est entre guillemets adulte avant l'heure. Hein. Je considère qu'à 20 piges, t'es pas encore vraiment totalement un grand, si on peut dire. Et lui, je sens qu'il a déjà quand même ce truc, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà, j'ai tout dit sur lui. Non, mais tu as tout dit. Il est soutenu par David Zollinger, donc vraiment, encore une fois, beau travail et voilà, belle progression. Donc on voulait à 20 ans, mettre en avant. Pardon, non, j'ai un peu coupé de manière abrupte, mais à 20 piges, être annoncé aussi comme pilote officiel dans un programme hypercar nouveau. Enfin, je veux dire,
Ouais. Genesis, ils débarquent, alors, où ils font une grossière erreur à choisir un pilote comme ça qui n'a pas l'expérience à ce niveau. Non. Ou alors, non, mais tu vois, quand il y a des constructeurs comme ça qui arrivent, je me souviens, ça y est, je vais sortir des vieux souvenirs, mais. Nissan. Bah oui, on peut. Ouais, Nissan, c'est bien, c'est un bon exemple. Tiens, j'allais pas partir là-dessus, j'allais partir sur Toyota, mais Nissan, quand ils sont arrivés, ils ont quand même cherché à récupérer de l'expérimenté, quoi. Tu vois, avoir du Michael Krum, avoir du Marc Gené, je crois, qui était là-dedans, puis finalement qui a dit je roulerai pas dans la chiotte. C'est vrai en plus. Mais tu sais, t'essayes de récupérer des pilotes expérimentés. Là, Genesis, ils auraient pu, je pense, débaucher. Ouais, ils l'ont fait avec Lauterer et Derani. Ils ont, hein. Oui, oui. Attends, il y a Derani, Lauterer et Jaminet, du coup. Comment s'appelle-t-il? Mathieu Oui, Jaminet. oui. Attends. Mais tu vois. Et Paul Louchatin. Non, en fait, ils ont que des gens expérimentés et puis ils ont Mathis Jaubert qui n'a pas fait une seule erreur dans les essais jusque-là. Donc vraiment, bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, non, mais t'as raison. En fait, tu vois, le parallèle que je voulais faire fonctionnait peut-être mieux avec Toyota, où quand ils ont débarqué en 2012, bah, ils ont mis la main sur Sarrazin, Davidson. En gros, on va pas chercher, alors ils ont fait venir des pilotes japonais, bien sûr, mais ils n'ont pas cherché à faire vraiment cette filière dès le départ. Maintenant, ils le font beaucoup plus, on le voit et c'est super intéressant. Mais au départ, tu lances ton projet, Cadillac en Formule 1, c'est le meilleur exemple, quoi. Cadillac en Formule 1, le duo, donc c'est. On va prendre des retraités. Ouais, c'est Checo et Bottas. Je suis désolé, mais ça pue de la gueule, mais c'est horrible, quoi. Moi, je déteste. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et on me dit non, mais c'est génial. Il faut absolument avoir des gens de qualité comme ça. Parce que, en fait, ça répond à deux logiques. C'est t'as des mecs qui ont un nombre de kilomètres en Formule 1 qui est incroyable. Donc forcément, ils vont tout de suite apporter un feedback. Même si je pense pas que ça soit les deux meilleurs sur le feedback technique, mais ils vont forcément apporter quelque chose tout de suite. Et deux, tu fais du fan service parce qu'il y a des gens qui sont fans de Bottas avec son mulet, de Checo parce qu'il a son public. Donc tout de suite, tu remplis les réseaux sociaux, tu coches les cases. Je trouve que c'est un choix catastrophique sur le plan vision à long terme, construction et faire émerger des talents. Il y a que 20, maintenant 22 places en Formule 1 et tu te tournes vers ces mecs-là. Je trouve ça fou. Voilà, fin de la digression. Et là, tu vois, Genesis, j'adore. Mathis Jaubert qui arrive là, mais j'y aurais jamais cru. Et je trouve ça génial. Non, mais vraiment. Et puis, ils font confiance aussi aux pilotes qu'ils ont côtoyés. Moi, ça, je trouve ça vraiment bien parce que Paul Louchatin, il est dans le giron IDEC Sport. Donc, vraiment, je sais qu'il a été débauché de chez Alpine, mais c'est via IDEC, j'imagine, quand même, qu'il a été mis sur le programme Genesis. Quand tu as Mathis Jaubert, Dani Juncadella, voilà, ils ont appris à les connaître et ensuite, ils les ont promus. Donc, voilà, je trouve qu'il y a une belle. Et puis, comme tu dis, il y a du picking, quoi. Mixité. Jaminet, voilà, il a envie de se barrer de chez Porsche. On va pas se priver de récupérer un Mathieu Jaminet. Faut aussi être opportuniste, quoi, bien sûr. Non, mais complètement. Donc voilà, en tout cas, révélation de l'année pour nous, Mathis Jaubert, bravo. Donc il a bien roulé en Porsche Carrera Cup France, il a bien roulé en Super Cup et il a bien roulé en ELMS. Il a tout fait. Il a roulé partout. Il a tout fait cette année, ok. Il a tout fait. Il a tout fait, monsieur. Bon, alors. Donc vraiment, un sacré c'est le moment où je prends un peu la main, mais. Ah, c'est le moment que j'aime beaucoup. Nouveauté. Parce qu'on l'a décidé 10 minutes avant de lancer l'enregistrement. Top coulisses. On s'est dit. Parce que, non, mais Anthony, il voulait faire un nombre de catégories bonus. Ou bon, à un moment. C'est entrée, plat, dessert, et puis après il y a le pré-dessert, le dessert, le café, le Dijon. Bon, à un moment. Ah bah moi je suis comme ça, mais on est généreux. Je sais que t'es généreux, mais je me suis dit il faut quand même essayer de tanker un truc un peu plus concis. Comme il n'y a pas de top question, c'est vrai que c'était plutôt pas mal de se dire que voilà une des catégories bonus pourrait avoir un petit peu ce rôle-là. Donc là, ça sera le top vote. En gros, il y a une catégorie, on s'est dit, on a nous nos idées, on va les défendre d'ailleurs, je pense un petit peu. Mais on vous laisse vous participer et donc nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Cette catégorie, vas-y, annonce-la, je te redonne la main. Ah, bon, la catégorie, et après je te redonne à mon tour la main. On va faire tu vois, on fait croiser, décroiser, voilà, franchement, c'est magnifique. C'est Marie-Jo Pérec qui fait un relais de 4x400. Voilà, c'est ça. Passe-moi le témoin. Eh bien, c'est le pilote de l'année. On n'est pas allé chercher loin. Hein, là. Tout ça pour ça. Tu peux mettre une chanson. Non, mais si. Mais pilote de l'année. Attends, franchement, c'est super difficile et c'est pour ça du coup qu'on s'est dit, on va vous le laisser. Oui, c'est ça aussi. Non, mais c'est pas que c'est difficile, mais il y a des pilotes qui se sont révélés. Nous, on a justement 2 ou 3 noms.
en tête, mais vous en aurez forcément d'autres. On reste encore une fois dans les catégories endurance, que ce soit IMSA, WEC, que ce soit ELMS. Asian Le Mans Series, voilà, même, allez, on va dire que les pilotes qui ont roulé dans les classiques aussi. On s'intéresse moins au GT World Challenge by AWS, by CartES, by Kart Kiwi, mais du coup, parce qu'on est moins dessus aussi. Mais si vous avez la justification qui va avec, vous avez tout à fait le droit de nous dire qu'un Alessio Picariello, par exemple, avec l'équipe Rutronic, a été magnifique, c'était pilote de l'année. Enfin, vous voyez, on n'est pas arrêté. Vous pouvez dire que Maxime Martin, depuis que l'épisode Trajectoire est sorti sur lui, il s'est révélé au grand jour. Vous avez le droit, voilà. Non, mais nous, on est plutôt voilà, concentré sur les épreuves, on va dire globalement assez haut. C'est ça, labellisé assez haut. Voilà, pour ce top vote. Alors, est-ce que tu veux commencer ? Alors moi, j'ai 2 noms à soumettre. Oui, allez-y, monsieur. La parole est à la défense. Je voulais soumettre quand même Nick Tandy, qui est devenu le seul membre du club à avoir gagné 24 heures de Daytona, 12 heures de Sebring. Alors attends, non, c'est les classiques de 24. Tu vois, même moi, je m'y perds. Pas gagné, faut que je les fasse dans l'ordre, ça sera plus simple. À avoir gagné Le Mans 2015, à avoir gagné les 24 heures du Nürburgring 2018, les 24 heures de Spa-Francorchamps en 2020 et les 24 heures de Daytona en 2025. Donc il a ces 4 classiques, c'est le seul. C'est le seul. Aux grand dames d'autres pilotes qui ont gagné les 24 heures de Dubaï. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je l'avais oublié. Et donc, voilà, je me dis, pilote de l'année, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un pilote qui a marqué l'année ou qui a fait une performance dans l'année. Pour moi, il devient quadruple vainqueur de ces courses de 24 heures. Où il n'y a pas de nom officiel, c'est pas la quadruple couronne ou je sais pas quoi. C'est juste que voilà, c'est quand même un exploit. On va l'inventer. By Endurance Club. C'est un exploit d'y parvenir en 10 ans de temps, puisque il est parti sur la victoire au Mans en 2015. Donc en 10 ans, il a gagné les 4, c'est pas les 4, c'est 4 des grandes classiques. Il y en a d'autres, bien sûr, peut-être, mais voilà, je trouve que j'avais lui en suggestion. Il partait de loin, moi, je trouve. Il partait de loin, tu dis ? Ah ouais, Nick Tandy, moi je le vois encore en British GT, avec sa Porsche ou je sais pas avec quelle voiture. Ah non, enfin je le vois même avant sur Motors TV en monoplace, mais Nick Tandy, je le voyais pas vu comment il était, aller si loin. Vu comment il était violent, c'est pas le mot, mais rude en piste, en Super Cup, je lui aurais jamais donné cette trajectoire de pilote qui enfin, pour gagner ces 4 courses-là, faut pas être une brute, quoi. Il faut l'être, mais pas tant quand même. Donc non. Oui, je suis d'accord avec toi. Et le deuxième nom, je reste chez Porsche. Moi, je voulais citer Lorenz Vanthoor. Alors, je sais que là-dessus, t'es pas du tout d'accord. Ah, ouais, non. Mais c'est bien, c'est intéressant. Parce que je trouve que quand même, cet équipage qu'il a formé avec Kevin Estre et Matt Campbell a pas gagné Le Mans, on le sait, pour 14 secondes. Mais ils ont quand même pas démérité. Kevin Estre, on l'a largement dit, a eu un premier relais au Mans incroyable. Alors, on gagne pas sur un premier relais au Mans, c'est vrai. Mais cet équipage a fait un truc fou. Et je trouve que Lorenz Vanthoor, et là je vais sortir un peu du cadre pilote, et je sais que ça te fait marrer, mais je te l'ai dit avant, mais je développe presque un côté fan de Lorenz Vanthoor, dans le sens où je trouve qu'il incarne un truc, tu vois, sur la préparation physique. C'est pas un secret qui va très très loin là-dessus. Beaucoup de vélo, l'alimentation surveillée au gramme près. Enfin, je trouve qu'il incarne un truc peut-être extrême, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le pilote moderne. Alors certes, auquel il manque un peu de palmarès, oui, il n'a pas gagné les 24 heures du Mans, mais voilà, il a quand même gagné quelques classiques, et je le mets pilote de l'année parce que je trouve que je pensais à lui, notamment parce qu'il y a eu son double engagement au Petit Le Mans, où il a roulé sur les 2 Porsche officiels. Au Mans, il a quand même contribué aussi au travail que Kevin Estre a fait et que Matt Campbell a accompagné. Donc voilà, j'avais ces 2 noms-là en tête. Après, j'ai rien contre non plus Alex Lynn, qui a eu 3 pôles dans l'année. Mais bon, les pôles, c'est pas des victoires, donc est-ce que ça en fait l'homme de l'année ? Je sais pas. Est-ce que ça en fait le pilote de l'année ? Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que cette catégorie est difficile, parce que vraiment, pilote de l'année, il faut qu'il y ait des vraies performances, on va dire, sur l'intégralité de la saison. Moi, j'ai un nom qui me vient en tête, évidemment, pour l'histoire, peut-être, pour son parcours, c'est Robert Kubica. Victorieux aux 24 heures du Mans avec Ferrari, la Ferrari privée, il tient tête ses consignes d'équipe.
ouais, voilà, potentiel. Sans lui, je pense que la victoire n'est pas Ferrari en 2025 C'est au vrai. 24 heures du Mans, hein, ou en tout cas pas Ferrari Pozzi, ça c'est sûr. Mais je pense même que Ferrari rate la Non mais victoire oui, pas- que- si Robert Kubica n'est t'as pas là, raison de quoi. le dire parce que et en plus on le voit très bien dans le film officiel. En gros, il y a quand même des consignes qui sont données à la Ferrari jaune de relaisser passer une Ferrari officielle. Oui, Et du coup, enfin on peut pas réécrire l'histoire, mais potentiellement effectivement si ça avait été fait, ça aurait un peu hypothéqué les chances de la jaune qui finalement gagne pour 14 secondes. bah oui. Donc Ferrari a été s'en est bien sorti alors qu'ils étaient sur une gestion très politique. Ils se sont retrouvés dans la situation qui allait forcément arriver un De jour. McLaren. Ouais. Ah non, pardon. Comment tu dis de De McLaren, les Papaya Rules, non, c'est pas ça. Bah, je trouve que chez McLaren, ils ont plutôt bien géré leur saison au final. Oh là 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 là, bon, top digression là. Ah bon? Non? Bah non, mais ils ont les titres, Ouais. d'accord, mais enfin bon, bien géré, je sais pas Oui. si c'est le mot. Ouais, mais en tout cas, je trouve que Ferrari a. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils auraient dû l'anticiper. Le fait d'avoir cette fausse Ferrari privée, sur laquelle j'ai une histoire d'ailleurs, faut que je te la donne en off, Ah, le châssis en lui-même. Mais ils se sont retrouvés dans cette situation où à un moment, c'est elle qui est devant et qu'est-ce qu'on fait quoi? Bah en fait, normalement, vous aviez dit que c'était pas la même équipe, que machin, qu'on partageait pas ceci, donc vous avez pas interféré. Et Kubica bah oui. s'est mis devant ça en disant, enfin merde, en fait, à un moment, nous on joue le jeu, on les laisse passer à chaque fois, on fait les efforts, eux ils le font pas. À un moment, merde quoi. Et effectivement, Non, mais c'est fou, ouais. pilote, je sais pas si je le mettrais pilote de l'année parce que quand tu as dit ça, t'as tout dit sur Robert Kubica, sur sa saison Ah, globalement, je trouve. d'accord. Non, mais ça se résume aux 24 heures du Mans. Mais par contre, il en a eu une sacrée Ah, perf il a pour fait des tenir belles tête. perfs Oui, aussi, oui, quand non, même, au Qatar et non, mais tout. si. Ah, Non, puis non, mais je suis d'accord avec toi sur l'histoire aussi. Tout ce qui lui est arrivé, son oui, accident, en la fait, c'est ça. rédemption. Évidemment, c'est la belle histoire. Je suis forcément sensible à ça, évidemment. Moi, je trouve. Bon, toi, t'étais très Porsche. Et ben moi aussi, j'ai un autre pilote Porsche à vous présenter. Évidemment, on n'a pas arrêté de le citer pendant cet épisode. Au contraire de BMW, tiens, d'ailleurs, on Ah peut ouais, citer voilà. BMW si. Ben, c'est Kevin Estre. Kevin Estre qui Bien a sûr, je été. te le laisse, mais oui, Moi, je oui. trouve. Non, mais évidemment que je sais que tu l'avais en tête, mais toi, t'es plutôt Lorenz Vantore. Voilà, je te connais maintenant. Mais ça, c'est le côté belge. Tu vois, il y a André Lotterer et Lorenz Vantore. Mais voilà, c'est. Mais Moi, j'aime bien mon petit côté polonais. Voilà. j'ai le même. Du coup, c'est ça. J'ai un peu le même rapport à Kevin Estre que je l'ai à Benoît Trélier, tu vois. Ah ouais. Bah, évidemment, des mecs que j'adore aussi, enfin, qui sont juste dingues, quoi. Mais ouais, je sais pas, il y a un petit côté avec Ventor, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, mais je comprends. En tout cas, moi, Kevin S, je trouve que vraiment, il y a eu cette performance, évidemment, aux 24 heures du Mans. On l'a cité, cette remontée exceptionnelle, le fait qu'il ne lâche rien jusqu'au bout, il se bat. Moi, je me souviens à Fuji, incroyable, le podium de Kevin S. C'était le seul pilote, je suis vraiment désolé, mais Lorenz Vantore n'a pas été capable de dépasser. Alors oui, parce que la BOP était pas forcément favorable pour eux. Enfin, Kevin S, il doublait, hein. Il était à l'aspiration et il faisait tout ce qu'il pouvait. Victoire à Kota aussi. Alors je sais que c'est de l'endurance et que c'est pas dû à un seul pilote, mais voilà, pour moi, Kevin S, vraiment, c'est la résilience, c'est la force, c'est vraiment le pilote d'endurance par excellence Oui, et le oui. pilote qui ne lâche rien et qui ne lâchera rien. Donc voilà, moi c'est plutôt Kubica et Estre que je voulais citer, même si, comme tu l'as dit, Alex Lynn, voilà, pour ses pôles, c'est quand même quelque chose de fort aussi de parvenir à faire ça. Mais voilà, ça reste de l'endurance et je dirais que ça se joue pas sur des pole positions ou sur des qualifs. Donc voilà, pour moi, pilote de l'année, c'est plutôt ça. Mais voilà, pas d'autres suggestions qui nous viendraient à l'idée, Mm, même en GT. J'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu un des pilotes qui se soit vraiment révélé plus que d'autres. Tu vois, je pensais à Mattia Drudi peut-être pour sa pole position au Mans, mais après le reste de l'année, c'était pas si simple. Voilà, tu vois, c'est plus difficile pour moi de trouver un pilote GT qui aurait été vraiment. Je parle dans les mhm. catégories, encore une fois, endurance, IMSA. Voilà, peut-être peut-être un Antonio Garcia, mais non, pilote de l'année, Ouais, c'est. c'est dur. Attention, quand même, ça se mérite, ça se mérite. Donc voilà, le top vote Ouais, pour le pilote de l'année. On laisse ça ouvert à c'est. vos commentaires
Alors, alors, celui qui aura la meilleure. Parce qu'il faut quoi? Il faut le nom et il faut la raison Ouais, aussi. non, mais là, y a pas de pression, c'est juste, Il y a rien. dites-nous, Bon, d'accord. parce que tu voulais quoi, une récompense? Mais Non, j'en toi, sais rien, j'en sais rien. Nous, on est à Road to Spiker. Nous, déjà, on est à Road to Spiker. ouais. On n'est pas loin des 1000 abonnés, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, parce que je sais que vous faites partie du club. Donc, merci d'être abonné sur YouTube. Merci pour les petites étoiles aussi. Je sais que ça monte sur les plateformes de podcast, donc merci aussi. Mais non, je sais pas si on fait gagner Et- quelque chose. Une rencontre à Rétomobile? Bah, c'est pas très Non, vendeur, mais ça. surtout, ce que les gens ne savent pas, toi tu sais, donc Ah, c'est que moi je suis vraiment très chaud à offrir des trucs parce que non, parce que moi j'adore avoir vous avez pas l'image donc bon, mais vous allez pouvoir deviner un peu comme ça comment je vis. Mais entre les miniatures, les bouquins, les trucs, moi je suis vraiment très chaud. C'est-à-dire que là on commence avec une Spiker Altaïa pour les 1000 ah, abonnés, mais le jour où on tape les 10K sur la chaîne, il y a un tirage au sort où on est clairement sur une Mercedes CLR à 300 balles. Moi oh j'adore là là. partager ces trucs-là et faire, enfin donc voilà, il faut, il faut, il faut prêcher la bonne parole et il faut effectivement partager ce podcast. En fait c'est le seul truc qu'on vous demande, mis à part cette réponse, cette top question. Mais Oui, voilà, c'est vraiment le truc évidemment. qui nous aide à accélérer la portée du podcast. On termine sur une année 2025 plutôt cool, hein, en termes d'audience. Pour vous donner un ordre d'idée, on a plus que doublé le nombre de personnes qui nous suivent. Mais oui, merci à Donc vous. voilà, ouais, c'est une super année, c'est grâce à vous, et on compte bien doubler encore l'année prochaine, donc voilà. Tel un Kevin Estre ou un Julien Bien Lower, sûr, on le espère doublement doubler. de l'année. Le doublement de l'année. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est une autre catégorie. Bah voilà, on arrive au terme de cet épisode de gala, les étoiles de l'endurance. Voilà, ça nous fait plaisir. Enfin moi en tout cas, l'année dernière, quand tu me l'as proposé, j'ai été enchanté et c'est vraiment pour vous donner les coulisses, top coulisses. Et ben c'est quand même moi qui ai un peu insisté pour qu'on le Ouais, fasse c'est cet vrai. épisode. Je sais que on n'avait pas trop le Non, temps non, mais et je voulais vraiment qu'on le fasse. Non mais l'année prochaine les petites phrases reviendront. Voilà, c'est on remettra voilà, on c'est que c'est remettra chiant parce qu'à un chaque coup de fois, propre. voilà, il y a des cotillons partout, faut tout ranger après, donc Mais voilà, je perds oui, beaucoup de temps. ah ben je Ouais. sais. Je sais, mais bon, voilà. En tout cas, on est là et on restera là. On vous remercie pour cette saison 2025, voilà, parce que on a une étoile du public aussi et elle est pour vous, étoile de Endurance Club, voilà le petit coup de cœur pour vous, pour nous soutenir et puis pour vos messages. C'est vrai que bah, de plus en plus, on le voit hein, dans les réponses aux vidéos sur YouTube, vous êtes là, vous êtes présents, cette top question et bien d'autres. Et puis on sait que c'est la Spiker qui vous motive, qui vous transcende, évidemment. Road to Spiker, on vous le rappelle, Road to 1000 pour les 1000 abonnés donc sur YouTube. On compte sur vous. Voilà Geoffroy, qu'est-ce qu'on avait à ajouter de Eh ben plus? rien. Ton actu, repos pendant Ouais, l'hiver? j'allais dire, bah non, enfin l'hiver ça va être court, hein, dans 2 semaines on reprend, mais Ouais, c'est j'allais vrai. dire, prenez un peu de temps pour vous, pour ces fêtes de fin d'année, que vous fêtiez ou pas Noël. Et puis Oui. voilà, on se retrouve rapidement. On va avoir un programme dense dès le mois de janvier entre les Asian Oh oui. Le Mans, les 24 heures de Dubaï, Daytona, enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent rapidement. Et l'épisode aussi sur Le Mans Ultimate et sur les Oui, aussi, compétitions aussi, c'est vrai, virtuelles. c'est vrai. Voilà, on travaille en ce sens-là. On sait que vous nous avez demandé justement et on a écouté vos demandes. Donc voilà, et puis on est déjà en train de travailler sur Rétromobile, mine de rien, sur la fin du mois de janvier. On est au taquet, on se retrouvera là-bas avec grand plaisir. On va enregistrer des épisodes, un ou deux, de l'Endurance Club. Donc voilà, on compte sur vous pour nous faire signe si vous êtes là-bas. Et on se retrouvera avec plaisir. On sera du côté des éditeurs à quelques reprises, au deuxième étage, si je ne dis pas de bêtises, pas loin de la scène principale. Il y a le rendez-vous des éditeurs et donc on sera pas loin. Il y a une expo Ducati, il y a une expo de rallye aussi. Donc voilà, on sera un peu partout hein, évidemment, mais c'est un petit peu l'idée. Et puis ben, à titre perso, moi je vous retrouverai le 3 janvier pour des quotidiennes sur le Dakar. Voilà cette nouvelle édition du Dakar. Ça se passera sur la chaîne Racing Stream sur YouTube aussi. Donc voilà, des actualités. Et puis j'espère, oh là là, je sais pas si je vais y arriver, hein, Geoffroy, mais j'espère pouvoir monter quelques épisodes de Oh, trajectoire supplémentaires. Parce que ils sont enregistrés. Il y en a qui sont en boîte, ils existent, mais il faut encore les mettre voilà, au bon format, comme on dit. bah écoute, profite de ces derniers jours de l'année pour le faire. Voilà. Comme ça, tu balances ça tel un cadeau sur le début d'année. Voilà, paf. Comme ça, on débute la saison et l'année 2026 sur de bonnes bases. Bah, merci beaucoup, Geoffroy, pour cette
cette présentation des étoiles de l'endurance et pour cette participation durant toute l'année pour ces différents podcasts et on te retrouve en forme pour Au taquet. 2026. Au taquet, au taquet. Parfait, impeccable. Et ben on vous remercie encore une fois. Vous savez que pour faire partie du club, de cet Endurance Club, c'est toutes les semaines qu'on se retrouve, sauf pendant les fêtes et sauf quand on prend une petite semaine de pause. Mais sinon, globalement, on se retrouve toutes les semaines. Je savais que ça allait plaire. On se retrouve toutes les semaines sur l'Endurance Club, évidemment, sur YouTube, sur les plateformes de podcast et on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve avec grand plaisir en 2026 aux alentours du 12 janvier, 12-13 janvier. Voilà, on va essayer de se retrouver pour oui, la suite et cette belle année qui arrive avec notamment les 24 heures de Daytona et bien d'autres épreuves pour nous régaler, nous fans de l'endurance. Très très bonne journée, semaine et fête de fin d'année à toutes et tous et on se retrouve en janvier 2026. Salut!